Après 2 semaines en poche, voici enfin le grand test de l'iPhone 15 et 15 Pro. Avons-nous rencontré des problèmes de surchauffe qui touchent les modèles en titane et qui ont défrayé la chronique? Quid de la prise en main? Des signes de fragilité et d'usure prématurée se sont-ils fait jour? Zoom également sur les avancées en matière de photos. Sont-elles l'argument choc pour investir cette année? Retour sur l'USB-C et éventail de tout ce qui change désormais au quotidien avec l'abandon du Lightning. Enfin, quel modèle choisir? Débat. Le Mac. Et bonjour à toutes et à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux comme chaque semaine de retrouver pour notre débat tech hebdomadaire. Un grand merci encore pour votre utilité. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton sur notre chaîne YouTube. Avec comme invité en plateau cette semaine le monsieur fantastique Laurent Pantanach. Bonjour Laurent. Bonjour tout le monde. Après le fantastique Laurent, le magic Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. C'est pas moi qui ai trafiqué le script. Non, Moi non plus. non. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez tous vos iPhone Pro et Oui. 15 Pro, Oui, oui. 15 pas Pro. Ils sont magnifiques. Les roses, les verts, les titanes, les de bleus. toute beauté. En duplex, Christophe de Graaf d'Underside qui développe des apps pour iPhone, je crois. Monsieur, on refait la pop, bien sûr. Bonjour Christophe. Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va super bien. Écoute, ça va Et que bien. vous Quand n'avez est-ce pas que tu nous été, fais un petit on refait la pop? Eh ben écoute, on y travaille. Il y a déjà 2 scénarios qui sont en cours et puis on est en train de parler. On est aussi en train de parler, toi et moi, en fait, pour voir un petit peu quelle formule on pourrait faire pour que toutes ces chouettes viewers puissent en avoir un peu plus souvent. Et en duplex également, toujours sur son profil, hein, plus beau des profils, monsieur. Non, il est comme ça. Monsieur Didier Policali de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut les amis, c'est une On te joie de sent vous heureux retrouver hein, aujourd'hui. Heureux, hein, tu as testé les iPhones sous tous les coutures. Tout était J'ai prêt, bien et puis bossé, Apple a ouais. fait une mise à jour à la dernière minute, c'est ça? Ouais, merci Apple. Ouais. On va Merci en parler. surtout pour tous ces iPhones qui nous envoient tout le temps. Là. Moi, je sais plus quoi en faire. Ouais. J'en ai trop là. Ouais, c'est bien sûr Ironique. ironique. Un salut particulier, comme chaque semaine, aux membres du Club ORLM. Vous savez, c'est la version premium de notre chaîne YouTube. Si vous vous abonnez, c'est une manière très sympa de soutenir ORLM. Et en contrepartie, vous pouvez venir ici à Paris, assister aux enregistrements au Village by CA. Et puis, bien sûr, regarder l'émission 24 heures à l'avance. Toutes les infos en scannant le QR code ou en cliquant sur le petit lien dans la description de la vidéo. Allez, on enchaîne déjà avec énormément de réactions cette semaine sur X, puisqu'on n'a plus le droit de dire Twitter, notamment de Florian. Hello la team, dans le prochain test de vendredi, pouvez-vous donner votre avis sur les problèmes de chauffe et de rayures? J'hésitais à remplacer mon i16 Max, mais au vu des commentaires récents, j'ai un doute. Attendre le prochain. Eh bien, mon cher Florian, rien que pour vous, on vous a préparé un sondage. On a sondé parmi nos viewers les gens qui avaient acheté le 15 Pro et le 15 Pro Max, possesseurs d'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Avez-vous rencontré des problèmes de surchauffe? Et vous étiez un bon tiers, près de 30% à répondre oui, contre près de 60%, un peu moins de 60% à répondre, 70% à répondre non. On fait le point. Mais avant de faire le point, un petit mot au sujet de notre sponsor éternel et sa nouvelle collection de bracelets. Regardez, elles sont arrivées, c'est de toute beauté. C'est des bracelets pour Apple Watch. C'est une nouvelle génération qui s'appelle Odyssey. Laurent, tu le portes au poignet. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Écoute, l'histoire est assez incroyable. C'est beau, hein? Ouais, c'est original. C'est du poisson, mais ça sent pas le poisson. C'est du poisson, c'est du cuir marin. C'est du cuir. Ben oui, c'est du cuir marin. En fait, l'histoire est assez incroyable. Vous savez qu'on aime beaucoup la marque Éternelle. On est fan. Ils ont plein de modèles. Et puis ils ont plein de modèles Éternels. Et puis ils ont aussi un site de vente où ils ont plein de bracelets. Donc franchement, il y a de quoi satisfaire tout le monde. Mais là, sur ce produit, je trouve, il y a un truc que moi je trouve assez génial. On parle toujours de recyclage. Regardez comme c'est bien présenté, et surtout, on parle de cuir. Les gens disent ouais, le cuir, c'est animal. En fait, ils récupèrent les peaux de saumon
En fait, ils récupèrent les peaux des saumons des boutiques de sushi de Lyon. Donc, c'est 100% français, fabriqué à Besançon. Mais ça sent pas le Ça sent pas le poisson. Non, je confirme. Et vraiment, c'est marrant parce que dans le communiqué, ils me disent ils sont vachement plus sympas que les bracelets Apple. Et je trouvais qu'on pouvait pas dire vachement parce qu'il faut dire ils sont poissonnement plus sympas parce que vachement, c'est pas du cuir de vache. C'est rien de le dire. Et en fait, c'est tanné, hein, parce que c'est beau. Hein. C'est tanné. Ça va vachement bien, je trouve, avec la. Exactement. C'est tanné comme du cuir et c'est assez original. Je suis pas fan des écailles à la base et en fait je l'ai porté l'autre jour et même chez Apple, quand je suis passé chez Apple l'autre jour, déjà ils ont été étonnés, ils m'ont demandé ce que c'était. Ça ressemble plus à des écailles comme du python, comme du python. Mais il n'y a aucun animal qui a été tué. L'animal était déjà tué. C'était un poisson. Il a été mangé par les fans de sushi de Lyon. Voilà, et puis ça s'installe en 30 secondes. En bleu, c'est vraiment très joli. Après, il y a d'autres coloris, vous l'avez entreaperçu. Si vous voulez commander ce beau produit, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous avez un QR code qui a dû apparaître ou qui va apparaître. Et c'est un produit qui est vraiment quali. Et c'est fait en France, messieurs, dames. Donc, c'est de toute beauté. Ah ouais, c'est chouette. Si jamais je peux rajouter, on a fait un reportage, nous, à Besançon, dans les usines, et un autre à Lyon. Oui, ils sont à Besançon, c'est vrai. Tu as raison. Ouais. À Besançon, il y a des vieilles tanneries, c'est pas très gentil de dire ça, franchement. Non, mais vieilles au beau sens, au vieux. Noble, au sens noble. Au sens noble du terme. Et on est allé voir aussi leurs usines à Lyon. C'est assez rigolo la façon dont ils tannent ces peaux qui arrivent. Voilà. C'est une manière de faire. Sur notre chaîne. Et c'est amusant à l'heure où Apple veut plus faire du cuir non vegan. Mais là, c'est une belle. Voilà, c'est très beau, je trouve, c'est magnifique. Bravo, légende éternelle. Et puis vous avez différentes coloris, ambre, obsidienne, cristal et bleu cirqué. Et puis ça s'adapte aussi bien à l'Apple Watch classique en 41 ou 45 mm ou carrément en 49 mm comme ici l'Apple Watch Ultra. Toutes les infos dans la description de cette vidéo. Allez, on fait le point. Ça chauffe ou pas l'iPhone ? Non. Énormément de réactions, on vous l'a dit, sur vos retours d'expérience concernant l'iPhone 15 Pro et ses problèmes chroniques de chauffe. Beaucoup de réactions sur X, notamment de Généraux. On me souffle à l'oreille que le problème de chauffage des Français pour cet hiver sont résolus grâce à Apple. Un iPhone 15 par foyer, une famille au chaud. Non, ok, je sors. Ouais, c'est rigolo. C'est vrai que le prix d'un iPhone, ça peut faire quelques mois d'électricité quand même. Autre réaction de Phoenix également sur Twitter, sur X. 2 semaines que j'utilise le Max et zéro chauffe. Pourtant, je l'utilise de façon assidue du matin au soir. Il semblerait que tout le monde n'ait pas rencontré le problème. On va en parler avec Didier ou avec Laurent et Christophe et pourquoi pas Stéphane. Nicolas Bukowski, de son côté, je viens de rencontrer la première surchauffe après 5 jours en possession de mon nouveau 15 Pro Max. Je pense qu'il ne faut pas s'alarmer car cela correspond à l'indexation des fichiers perso comme lors de toute mise en route de nouvel appareil avec transfert de fichiers. Circle into Circle, chauffe moyenne oui, surchauffe non. Autre réaction de marche également, uniquement lors de la charge dans les 15 premières minutes. Donc non, il n'y a pas de réel souci de surchauffe de mon côté. Alors tout simplement, on va faire un petit tour, les amis, de votre côté. Avez-vous été victime de ce phénomène, Stéphane ? Oui, et pas qu'au moment du transfert de data et de la réindexation, et c'est arrivé, j'ai pu avoir alors qu'il ne faisait pas des températures de malade. C'est quand même un peu chaud en ce moment sur Paris. Hein, oui, mais ce n'était pas des températures de malade, on n'était pas sur 30-40 degrés. Hein, quand mais même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as vraiment senti une... il était brûlant, et même là et tu faisais quoi ? Là, il ne fait rien, touche-le. Voilà. Il est quand même tiédasse, chaud, quoi, non ? Tu faisais rien de particulier ? Non, rien de particulier. Et donc, à moins qu'il y ait des applications. Alors peut-être il y a des applications qui sont en tâche de fond. On va en parler. Laurent, de ton côté ? Aucun problème. T'as pas eu de surchauffe, toi ? Non, il a chauffé au moment du transfert. Ouais. Normal. Ouais, il a chauffé, mais pas. Enfin, on va en parler plus loin. Et Didier, lui, a des exemples plus. Mais à aucun moment, je me suis retrouvé depuis, ça fait quoi, 10 jours maintenant qu'on l'utilise, 15 jours. À aucun moment, je l'ai pris à la main et je me suis dit, il est chaud. Même des fois où j'ai passé 2 heures au téléphone, même des fois où le week-end dernier, j'ai fait du tethering pendant 2 heures. Enfin, tu vois, et je discutais lundi soir avec notre ami de Nexton, et lui me disait qu'il avait que des problèmes. Et en fait, on a laissé les téléphones sur la table. C'est soit on a des problèmes, soit on n'en a pas. On a laissé le téléphone sur la table, les deux côte à côte. On a dîné, on n'a pas pris le téléphone pendant 2 heures, on a refait le monde. Et au bout de 2 heures, on a touché les téléphones. Le mien était froid.
Le sien était tiède. Ouais. Et donc, si tu veux, on a le même type d'usage. On a des emails, on a plein d'applis qui tournent en tâche de fond. Donc, il y a certainement quelque chose, mais... Didier, Christophe, de votre côté? Oui, ben moi, de mon côté... 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, même combat en fait, je veux dire. D'accord. C'est-à-dire que à chaque fois que j'utilise le smartphone dans la voiture, ben, je dois l'enlever du socle de charge pour être sûr et certain qu'il puisse continuer à me guider en fait. C'est ça Oui, c'est ça, exactement. Ça dit surchauffe avec MagSafe, d'accord. Mais quelle que soit la génération de ton iPhone en fait. Oui, 13 Pro, 14 Pro, 15 Pro, en fait, j'ai eu ça. Et effectivement, j'avais entendu Apple communiquer autour du fait que c'était peut-être aussi les premiers jours, les premières semaines pendant la synchronisation. Mais j'ai eu l'opportunité de tester sur un iPhone 15 Pro qui n'est pas à moi et qui était complètement vierge, en fait, avec un nouvel Apple ID, en fait, et ça faisait pareil. Donc c'est pas une transfert de données. Didier, toi qui es dans le sud, est-ce que tu as des problèmes à côté à bord de la piscine? Dis-nous tout. Ou à la plage? Il fait pas si chaud ici, donc comme arrête, on va te plaindre, tiens. Stéphane, il fait plus chaud qu'à Paris, ça c'est sûr. Nous sommes dans le nord, je te signale. Mais alors nord moi, de Paris. j'ai commencé à tester l'iPhone 15. Du coup, l'autre, il dormait un peu. Enfin, je faisais des photos avec, je suis quand même allé faire des plans et tout. Et c'est vrai qu'il perdait beaucoup de batterie, il chauffait pas mal, mais si tu veux, bon, voilà, je l'avais pas en téléphone principal, donc ça m'a pas trop choqué. Et dès que je me suis mis à l'utiliser en téléphone principal, la première alerte que j'ai eue, c'était dans la voiture. Tu vois, je revenais de Montpellier. Pas très longtemps, une demi-heure, et j'avais mis le 14 et le 15, les deux à côté. Ils étaient en train de charger c'est le truc de la Tesla, là, au milieu, charge sans fil. Et ils étaient les deux avec Waze, donc je voulais justement comparer. Et le 15 Pro s'est arrêté en me faisant, tu sais, le petit message de température. Je peux plus continuer. Comme s'il était en plein soleil, quoi. C'est ça? Ouais, exactement. Alors qu'en plus c'était la nuit, enfin il faisait pas spécialement chaud. Mais moi c'est un petit peu comme Christophe, c'est-à-dire que j'ai toujours trouvé que les iPhones ils chauffaient beaucoup. Surtout nous on fait pas mal de vidéos. Dès que tu mets le GPS, c'est un peu l'horreur. Plus la charge sans fil. Et du coup je me disais cool, là on passe à 3 nano, on va être un petit peu plus cool là-dessus. Et là vraiment au bout de 20 minutes, vous s'éteindre dans la bagnole, tu te dis ah ouais le truc a un souci quand même. Et après, si tu veux. On va en parler après, mais j'ai eu plusieurs épisodes où j'étais en train de filmer et tout. Et je me suis dit, mais là, il est vraiment brûlant. Et je suis allé mesurer la température. Je vais le montrer ça dans un instant. Moi, à titre personnel, j'ai vécu une surchauffe en 2 occasions. Une vraiment surprenante lors de mes tests de prise de vue en vidéo 4K. Avec, vous savez, le nouveau Zoom x5. J'avais activé le mode action pour améliorer la stabilité. Je filmais mon fils qui prenait son cours de natation dans une piscine, donc c'était très chaud. Il faisait près de, j'imagine, entre 25 et 30 degrés. Donc ça doit jouer. Hein. C'était très humide au bord d'une piscine. J'ai senti une montée en température très importante. Alors j'ai réflexe de retirer la coque parce que j'avais une coque de protection. Et donc c'est certainement un élément qui a dû accentuer la surchauffe. Et j'ai trouvé que la surface de l'écran était très très chaude, presque brûlant, plus que le dos. Et c'est redescendu très rapidement quand j'ai coupé la vidéo. Et puis j'ai remarqué également par moment, lorsque j'active la recharge par induction, également ça chauffe pas mal. Pour en avoir le cœur net, Didier, tu as utilisé, je crois, une caméra thermique. Quel est le verdict? Avant la mise à jour, parce qu'il y a une mise à jour entre-temps, mais parlons déjà d'avant la mise à jour. Oui, alors ce qui est amusant, c'est qu'on m'a envoyé cette petite caméra. Tu vois, c'est tout petit, ça se met sur le port Lightning. Ça vaut quand même 300 balles, hein, c'est quand même de la haute technologie derrière. Et c'est le hasard, en fait, on m'a envoyé ça juste avant. Alors, malheureusement, elle n'est pas USB-C, mais finalement, tant mieux. Parce que merci, oui, sinon tu n'aurais pas pu le filmer. Voilà, exactement. Mais non, parce que tu vois, j'ai plein d'iPhone, j'aurais pu. Et donc, cette caméra, en fait, elle est bien parce qu'elle te donne le point le plus chaud de ton écran, enfin de ce que tu vois à l'image, et après, tu peux pointer ce que tu veux. Donc tu peux vraiment viser, par exemple, un point du 14 tout en ayant le plus chaud sur le 15. Et effectivement, j'ai fait des tests, mais tu vois, Apple, même avant de communiquer, en fait, j'ai essayé des applis un peu basiques, c'est-à-dire les applis d'Apple. Nous, l'appli qu'on utilise le plus, par exemple, c'est la caméra, logique. Bien sûr. Et tu mets les deux téléphones en train d'enregistrer en 4K, et tu regardes la température. Et très très vite, le 15, il est plus chaud que le 14. Et on a quand même enregistré, je crois que je suis monté jusqu'à 53 degrés sur la coque. Du côté où il y a les objectifs là. Ouais, on voit 53, ça commence à faire assez chaud quand même. Tu te dis pour un téléphone. Et l'autre, tu le ressens surtout. Oui, enfin l'autre il montait à 43, 44, mais si tu veux, quand tu dépasses les 50, tu as du mal à le tenir longtemps dans la main quand même. C'est pas grave.
C'est interdit. Je pense que c'est à ce moment-là. Je ne sais pas à quelle température, Didier. C'est interdit. Non, pardon, c'est le mauvais mot. À partir de quel moment il y a le message d'alerte qui dit votre iPhone est trop chaud? Ça ne doit pas être loin de ça. Parce que moi, quand je l'ai sorti de la voiture, j'ai mis la caméra thermique, il était autour de 50 degrés à peu près. Donc il chauffe plus que le 14 Pro. On a vu sur la photo. Je le confirme. Juste, encore une fois, et bien sûr, je vois déjà dans les commentaires, ouais, Laurent, fan incontesté. Mais moi, je vous assure, il n'a pas chauffé. Non, et j'ai un usage. Vous avez vu que sur le sondage, il y a un bon. C'est très très drôle. C'est ça que c'est vraiment frustrant. Qu'il n'y a pas eu de problème, mais moi j'ai eu le problème. Alors, ce qui est surprenant, les amis, c'est qu'Apple qui a mis du temps, généralement, à réagir aux polémiques, a répondu quasiment au quart de tour au problème. C'est vrai que c'est important, ils sont en plein lancement. Dans un courrier adressé à la presse américaine, Apple a démenti que le problème était dû que ce soit un problème structurel. Apple a nié tout problème en rapport notamment avec l'adoption du titane qui était pointé du doigt, comme l'affirmaient certains observateurs. Le titane dissiperait moins bien la chaleur que l'acier ou l'aluminium habituellement utilisés dans les iPhones. Non, le titane ne serait pas responsable des problèmes de surchauffe. On nous avait rappelé, Laurent, lors des produits briefing, qu'Apple ne s'était pas contenté de remplacer le châssis en acier inoxydable par du titane. Il est doublé, ce châssis, par du... Donc en fait c'est intéressant parce que quand en fait on a vu donc tous l'annonce, il est en titane. Il y a eu les premières alertes en disant oui, mais le titane a une densité plus épaisse, plus lourde que le truc. Donc tout le monde a commencé à dire, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de titane. Mais alors du coup, qu'en est-il de la dissipation? On ne savait pas. Et lors du briefing, on nous a bien expliqué que ce qu'a fait Apple, c'était deux choses. La première, c'est garder la structure intérieure en alu pour la dissipation. Et le coup de génie d'Apple, c'est d'avoir réussi à faire que titane et alu se marient et soient comme soudés, comme soudés pour l'extérieur. Et bien sûr, il y a toujours tous les destructeurs d'iPhone alors il y a ceux qui le font assez bien comme iFixit, il y a ceux qui le font un peu moins bien comme Jerry Riggs Everything, et Jerry il a coupé carrément le téléphone en deux, et là tu te rends compte que la partie titane c'est exclusivement sur la bande extérieure, donc a priori l'immense majorité du radiateur demeure un radiateur en alu. Et pour la légèreté du produit. Tout à fait. Ouais. Donc, selon Apple, ce serait un bug. Après, juste une petite chose, Olivier. En fait, la structure en aluminium est quand même, comme le disait Laurent, en touche la partie en titane. Donc malgré tout, il existe un pont thermique en fait vers la partie en titane qui elle-même diffuse un petit peu moins bien la chaleur, en fait dissipe un petit peu moins bien la chaleur. Donc on ne peut pas non plus exclure en fait qu'il n'y ait pas une problématique de ce côté-là malgré tout. Je n'exclus rien du tout. Je cite Apple. Donc ce serait un bug logiciel selon Apple d'iOS 17 qui serait à l'origine de la surchauffe. Ce qui est bizarre, c'est que le bug ne touche que l'iPhone 15 Pro et pas les autres modèles, et donc il y a peut-être un rapport avec la puce. Moi, je verrais plutôt ça, et donc a annoncé qu'il mettrait en place un programme de mise à jour. Ils ont pointé du doigt également certaines applications récentes qui entraîneraient une surcharge du système. On pense à Instagram, à Uber ou encore à Asphalt 9. Et pas plus loin qu'hier soir, puisqu'on enregistre mercredi soir. Didier, à ta grand désespoir, parce que ton test était prêt, l'émission de nous aussi était écrite, Apple a proposé sa mise à jour. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a réglé le problème? Alors oui, le progrès est très net. En tout cas, moi j'ai testé tous les logiciels qui avaient vraiment permis à l'iPhone de surchauffer, notamment la caméra. Alors, en fait, la mauvaise nouvelle, c'est que le 15 Pro est toujours plus chaud que le 14 Pro. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit sur un jeu, sur un bench, sur la caméra, il a toujours, on va dire, entre 2 et 4-5 degrés de plus, ce qui est quand même assez énorme. Mais moi, j'ai plus les surchauffes, c'est-à-dire qu'il n'a pas dépassé les 50 degrés, mais par contre, il les a approchés. J'ai même obtenu 50 degrés sur la coque, tu vois, mais il n'est pas monté à 53, 54, donc ça reste quand même élevé. Ça reste plus élevé. Et en fait, ce qui est assez amusant quand même, quand tu regardes la fréquence de la puce, parce qu'elle n'a pas baissé, c'est toujours la même. C'était l'inquiétude, en fait, Didier. On se disait peut-être qu'ils ont limité la puissance de la puce, la fréquence de la puce, pour éviter une surchauffe éventuelle de la puce. C'est ça. Alors peut-être. Après nous, moi j'ai pas des outils d'introspection là. J'ai pas mis ça en place, j'ai pas eu le temps. Mais t'en as qui arrivent à voir vraiment la fréquence en live ou quand ils donnent un petit coup de boost ponctuel, tu vois. Il peut y avoir quand même des choses qui s'emballent que tu vois pas forcément dans les benches quand tu fais un Geekbench de 2 minutes. Mais on va dire qu'a priori, il n'y a pas eu de modification là-dessus. Donc voilà, il y a peut-être eu effectivement un gros bug derrière, un truc qui partait dans le pâté et tu sais pas pourquoi. Ça arrive quand tu fais la programmation, des fois tu as des boucles infinies, des trucs qui s'emballent un petit peu. Mais du coup, je dirais qu'Apple a quand même bien bossé.
Mais l'idée de base, enfin le fait que l'iPhone surchauffe alors qu'on a une puce qui est gravée à 3 nanos, c'est quand même un peu bizarre. C'est très chelou, comme diraient les jeunes. Stéphane, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que Apple n'a pas un peu survendu son 3 nanomètres et son iPhone 17, son puce à 17 Pro? Ça faisait partie de l'ensemble des annonces et elles auraient... je pense qu'ils ont raison d'être fiers et de faire et d'annoncer enfin ce produit-là avec les 3 nanomètres. Allez-y, vous pouvez l'insulter sur les commentaires. Hein. Non, mais je pense juste j'ai trouvé la diligence d'Apple étonnante, mais finalement pas surprenante, parce qu'en fait tous les grands médias américains qui sont quand même très influençants, tous sans exception, ont parlé de Wired, The Verge, tous ceux qui commentent plutôt très bien les produits qui les testent. Je pense qu'ils étaient tous unanimes sur cette histoire de température. Le chauffe. Aux États-Unis, ils étaient tous unanimes. Voilà, et donc en gros, c'était aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, et je pense que si ça avait été, par exemple, Mac Forever, et on refait le Mac, je pense qu'ils en auraient une à battre. On n'aura pas le même impact. En tout cas, on refait non, mais malheureusement pour nous. Un peu plus. Mais je pense que. C'est vrai que nous, on n'a pas eu les iPhones 15 jours avant. Donc eux s'en rendre compte. Bah oui, mais eux, donc ils ont testé. Et ils ont tous dit ça parce que c'était palpable et c'est tout de suite immédiat. Quand on dit que la photo fait comme ci, le truc fait comme ça, il y a ce bug quand on fait l'application, quand on ferme l'application. Il y a toujours des conditions. Quand c'est chaud, c'est chaud. C'est binaire. Par contre, Stéphane, il y a quand même un truc, c'est que tu as quand même plein de médias qui avaient eu le téléphone avant, qui ont sorti des tests avant la sortie. Moi, je l'ai vu nulle part avant la sortie. En fait, c'est quand il y a eu la sortie officielle. Oui, mais ce qui s'est passé, c'est surtout qu'ils ont eu des retours, je pense, d'utilisateurs. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont dit « Ah, mais en fait, oui, il chauffe ». Mais par contre, c'est vrai que j'ai vu absolument aucune vidéo, aucun test en France, aux États-Unis, de journalistes pros et tout, qui ont parlé de ce problème, que moi, j'ai vu, par exemple, dans les 4-5 premiers jours, tu vois, il suffisait de me le mettre dans une voiture, de filmer un petit peu, tu le voyais assez vite quand même. J'étais surpris quand même de ça. Quoi. Ouais. Allez, je pense qu'on a été... Oui, il faut conclure là. On est presque à une demi-heure sur le premier chapitre, les amis. Ouais. Non, alors, je vais essayer d'être rapide. Et on ne fera pas 1h41 comme la semaine dernière. Non, mais je vais essayer d'être rapide. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose. Encore une fois, il y a de la dimension aléatoire. Je pense que Apple a peut-être utilisé un peu la langue de bois en disant c'est pas le logiciel, c'est des trucs qui tournent tiers. Ils ont cité qu'ils avaient trouvé 2 bugs différents. Un dans le processeur. Je ne peux pas expliquer ce qu'ils avaient fait. Moi, je voudrais juste revenir en arrière. Il y a une chose qui m'a étonné. Ils ont très peu parlé pendant la keynote, de hardware. D'habitude, t'imagines, tu passes du 5 au 3, tu divises quasiment la taille par 2. C'était jamais arrivé dans l'histoire. Ça montre qu'il y a un balai sous gravillon. Donc, pour moi, c'est là où je pense qu'il y a quelque chose à regarder. Je pense, et c'est ce qu'a quand même dit Grassa, il dit... Fred, il dit peut-être qu'il est difficile de sortir des puces de même qualité, de qualité uniforme, ce qui expliquerait qu'il y a des iPhones qui chauffent et d'autres qui chauffent presque pas du tout. Tu penses que c'est ça? Oui, et sur des dates. Et le problème, c'est qu'au début, et ce qu'il va faire, c'est qu'ils vont améliorer le processus de production pendant, et les prochains qui vont sortir. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté aléa. La puce M3, elle sera en 3 nanomètres, donc les Macs... J'ai une autre petite théorie, moi. Vas-y, la fréquence de la 17, c'est pour conclure, ça va aller vite. La fréquence de la 17, elle est à 10% à peu près de plus que la 16. Les performances du CPU annoncées par Apple, c'est plus 10%. Et la chauffe qu'on a de plus, elle est de plus 10%. Voilà. Donc ils n'auraient pas un peu survendu les 3 nanomètres? Non, c'est bizarre quand même. C'est-à-dire qu'à fréquence égale, tu as à peu près les mêmes perfs. Ça paraît très fou. Ouais. En fait, je voudrais juste ajouter quelque chose pour être sûr et certain qu'on arrive en fait à 2 heures de vidéo au minimum. Non, mais on y est. Non. Allez. En fait, ça fait quand même plus d'une semaine, 1 semaine et demie. D'ailleurs, j'en parlais à Laurent. Que personnellement j'avais eu des échos. En fait concernant le fait qu'il y allait avoir un patch logiciel qui allait sortir. Et ça, en fait, c'était vraiment en interne chez Apple, c'était très connu, en fait. Et ce patch logiciel, a priori, aurait dû être un patch logiciel qui allait corriger certains cas de figure dans certains contextes d'usage. Donc, en fait, le truc, c'est que même au niveau des benches synthétiques, c'est pour ça que je posais la question à Didier s'il avait fait des benches synthétiques ou non, et a priori, oui. Les benches synthétiques, en tout cas, ne devraient pas se retrouver, en fait, avec un processeur qui fonctionne moins bien, mais par contre, quelques cas d'usage, en fait, pourraient se retrouver dans une situation où le téléphone est un petit peu moins performant. Après, aujourd'hui, rien n'est vérifié, mais c'est les échos que moi, j'en avais eu, quoi.
Ouais, enfin quand même, je m'inquiète pas pour Apple, mais ça fait un peu du désordre. Allez, question de Rémi Wering sur Twitter ou X. Que pensez-vous des rumeurs insistantes entre la rencontre de Johnny Ive, héritier artistique, pourquoi artistique? Pas seulement, de Steve Jobs, c'était le gardien du temple même, et d'OpenAI pour un éventuel concurrent de l'iPhone. On en parle de suite avec Didier dans le Busomètre. N'oubliez pas que la boutique ORLM est ouverte sur notre chaîne YouTube en scannant le QR code. Découvrez vos t-shirts, casquettes, sweatshirts, polo, mugs, tapis souris, entre autres aux couleurs d'ORLM et dont refait la pop. Il y a plein de nouveaux magnifiques t-shirts dont refait la pop qui sont arrivés en tirage limité notamment. Faites-vous plaisir et allez jeter un petit coup d'œil, une manière sympa de nous soutenir. Le Busomètre, ce sont les actus rumeurs qui ont le plus buzzé sur la planète Apple et sur le site Mac Forever. Et c'est Didier Policani qui nous fait la liste. Didier. Et oui, Olivier, et on commence avec l'iPhone 12. Donc l'iPhone 12 qui va avoir sa petite mise à jour. Alors ce sera moins rapide que pour l'iPhone 15 Pro, puisque c'est autour du 10 octobre. Donc tu vois, Apple aura mis quand même un petit moment avant de le remettre effectivement aux normes. Donc la NFR a validé la mise à jour en fait en interne, mais il faut le temps qu'il la déploie. C'est marrant quand même qu'ils mettent autant de temps à déployer cette petite mise à jour sur un vieil iPhone. Et que tu vois, le 15 Pro, ça met quelques jours. On a parlé plus de l'iPhone 12 et de ses problèmes que la sortie de l'iPhone 15 en France, mais passons. Non, mais parce qu'en fait, ils ont attendu que la NFR valide la modification aussi. Non. Oui. Là, il y a encore 10 jours, là. Tu vois non, mais de toute façon, c'était pas extrêmement gravissime. Ils n'ont pas demandé le retrait. Toi, tu le sais, mais ma mère qui m'a appelé. Non, mais j'ai fait j'ai fait une chronique cette semaine à la radio à ce sujet-là pour assurer les gens. Si ça avait été gravissime, quand l'État dit il faut faire, il le retire de la vente, il le retire de l'utiliser. Je suis d'accord avec Olivier. Tu as un ministre qui fait la matinale de France Inter et qui dit la communication, je suis d'accord. Donc arrêtons de prendre les gens pour des idiots. Non, mais c'est ce qu'ils voulaient, c'est une posture de communication. Je suis d'accord avec Olivier. C'est une posture de communication. Ils ont buzzé, ils ont réussi leur coup, tant mieux pour eux. Apple a perdu et c'est bien fait pour eux aussi. Ils avaient qu'à réagir plutôt aux invectives, notamment de la NFR. Allez, deuxième info, rumeur. Alors ça va vous intéresser, messieurs qui refont la F1 chaque semaine, puisque Apple voudrait racheter les droits de la F1. Ça fait un moment que la rumeur court. Et alors, je sais pas vous, moi je suis amusé de les voir comme ça sur les paddocks et tout, alors que les studios de jeu, là, on les voit pas. Ils veulent pas de studio de jeu, ils veulent la F1. C'est marrant quand même pour une boîte qui va lancer un casque de réalité virtuelle, ils achètent la F1. Mais oui, parce qu'ils veulent réinventer le sport en 360. Mais peut-être, ça peut être très sympa. Mais non, mais je rigole. Oui, et puis Tim porte non, le drapeau c'est pas comme con. Avec la caméra en 360 sur la voiture, tu pourrais... Attends. De mer. Non. 2 milliards, ils seraient prêts à mettre par an sur la table. C'est x4 de ce que gagne aujourd'hui Liberty Media. Voilà. Allez voir Refait la F1, c'est tous les jeudis soirs sur le site sur la chaîne YouTube de Refait le Mac. Oui, Laurent. Non, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu un titre dans la presse et j'ai trouvé ça génial. Apple a fait une offre que Liberty Media ne pourra pas refuser. C'est la phrase du parrain. Tu vois ce que je veux dire? Grosso modo, le montant est tellement énorme que... La difficulté, c'est que les droits au niveau locaux sont attribués, notamment à Canal, jusqu'en 2029. Mais bon, on sait déjà que Liberty Media, Formula One, la FOM, pour ne pas la nommer, l'organisme qui est commercial de la Formule 1, dispose de son propre service de streaming, puisqu'on y est abonné, Laurent et moi-même, dans le monde entier. Donc, il peut y avoir différents canaux. Il n'y a pas forcément d'exclusivité au niveau mondial. On parle de Tim Cook. Oui, Tim Cook, c'est ça, Laurent. Didier, pardon. Oui, qui sera en interview donc la semaine prochaine sur Mac Forever et dans ORLM. Tu penses. Quand il passe en France, il vient toujours nous faire un petit coucou. Il n'était pas en France. Il a fait une tournée européenne, il n'était pas chez nous. Pourquoi? Alors, a priori, mais bon, peut-être qu'il va venir quand même. Mais c'est vrai qu'il était en Belgique, monsieur. Madrid. Oui, il est allé en Belgique aussi, aux Pays-Bas. Tu vois. En fait, il a fait le tour de la France sans y aller. Il a évité la France. Il a quand même rencontré un Français, Didier. Oui. Thierry Breton, le commissaire européen. Donc, ça a dû parler de l'App Store, j'imagine, et de l'USB-C. Mais voilà. L'App Store surtout. Il doit beaucoup l'aimer sur l'App Store, et je pense que. Et puis, je suis désolé, il préfère le Real de Madrid au PSG. Mais je comprends. Non, mais les résultats récents de l'équipe parisienne. Est-ce qu'on doit vraiment commenter toutes ces infos? Merci. Non, mais c'est parce que même c'est pas l'équipe première qu'il a eu les petits jeunes. Oui. Bien. Donc on s'en fout. Tu nous parles de Johnny, mais avec un Y, pas avec un I, mais c'est pas grave. Alors tu vois, Johnny Ive, donc qui bosse plus a priori trop pour Apple,
serait en discussion avec OpenAI, donc pour le créateur de ChatGPT. Alors, la rumeur, c'était pour créer un iPhone avec de l'IA, comme s'il n'y avait pas d'IA sur l'iPhone aujourd'hui. Mais c'est amusant de voir ça, c'est-à-dire que Johnny Ive, quelque part, tu sens qu'il n'est pas parti en super bon terme. J'ai l'impression qu'il a envie de refaire des choses à côté. Il y a des gens qui sont après avoir passé 30 ans dans une boîte, qui arrivent à tourner la page. J'en connais pas beaucoup, moi, personnellement. Surtout une boîte comme Apple. Surtout une boîte que tu aurais pu diriger, accessoirement, mais passons. C'est intéressant, effectivement. On va voir, on aura la réponse très rapidement. Et on termine par les iPads et les Macs. Oui, alors nous, on espère tous qu'il n'y aura pas de Mac et d'iPad en octobre, parce qu'on a trop de boulot. Non, je plaisante. Mais en fait, si tu veux, chaque année, d'habitude, Apple présente des iPads en octobre. Donc l'année dernière, on a eu l'iPad 10, voilà, les nouveaux iPad Pro. Cette année, a priori, il n'y aura pas d'iPad, mais bon, il y a toujours des petites rumeurs pour dire, mais il y en aura quand même peut-être un petit speed bump, peut-être un petit truc, éventuellement, peut-être des Macs. Mais les Macs ont quand même... Les derniers MacBook Pro ont 1 an, donc moi j'y crois pas. Peut-être un iMac M3, mais ça me paraît encore un petit peu tôt. Le M3, vu les difficultés du chronomètre, je n'y crois pas beaucoup, Didier. Mais, mais un iMac M2, ça serait déjà pas mal. Moi je dis, ça fait juste 3 ans qu'il n'a pas été mis à jour, quoi. Écoute, on verra, mais ça paraît très bizarre qu'il n'y ait rien d'ici Noël non plus, parce que Apple, c'est quand même une boîte qui produit. Mais c'est vrai que là, le timing n'a pas l'air idéal. On parle peut-être d'un iPad mini éventuellement, tu vois. Mais c'est vrai qu'en octobre, il y a souvent cette keynote, et cette année, j'ai l'impression qu'ils vont rien faire du tout. Garde quand même ta caméra thermique sous la main, Didier. Merci. Merci beaucoup Didier, à la semaine prochaine pour un prochain Busomètre. Une question Twitter de Templier BBR, le titane alors est-il suffisamment solide pour éviter une coque, notamment pour les rayures, avec le marquage important des traces de doigts? Un gros doute malheureusement. On revient sur ce point avec la prise en main. Alors les amis, prise en main, quel retour sur l'usage au quotidien des iPhone 15? Et on commence par les modèles Pro en titane. Quel retour d'expérience vous avez? 2 semaines dans la poche. Est-ce que vous avez constaté des fragilités ou usures sur le titane, au-delà des problèmes de surchauffe? On a pointé du doigt que le titane avait tendance à marquer notamment les boutons, les marques de doigts. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Brièvement. Mais brièvement. Non, moi, effectivement, ça marque différemment. Mais comme j'utilisais pas mon 14 sans coque, je me dis, est-ce que finalement, c'est pas le fait de l'utiliser sans coque? Donc, j'ai réutilisé quelques heures le 14 sans coque, et en fait, il y a les traces de doigts. Alors oui, c'était plus brillant, ça a un côté un peu moins mat, mais c'est pas... RS. Ouais, pour moi, c'est pas flagrant, quoi. Enfin, de toute façon, le téléphone, on a les mains grasses et tout, il faut les nettoyer de temps à autre, quoi. C'est clair. Moi, je les nettoie au moins 2 fois par jour, quoi, avec une chiffonnette. Stéphane. Le 14 a toujours été avec une coque et protection, le 15 sans protection, parce que c'est vraiment un plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a des rayures? Pour moi, pour l'instant, non, et je fais très attention. Tu parles du titane, pas de l'écran, parce qu'après on parle de l'écran. Non, on parle du titane. D'accord. Voilà. Le titane, j'ai pas remarqué, non. Bon, Didier, de ton côté, on a vu que quelques youtubeurs s'étaient amusés à faire quelques griffures au scalpel sur le titane, et forcément, derrière, on voit le métal nu qui apparaît, comme sur les Mac. Oui, mais en fait, toute cette histoire d'ailleurs de surchauffe nous a appris qu'essentiellement, cet iPhone n'est pas en titane. En fait, c'est très amusant, il en a lu comme les autres. Donc c'est assez rigolo. Alors par contre, c'est vrai que l'alu, tu te dis, sur des gros téléphones comme ça, avec beaucoup de choses dedans, avec des gros capteurs, tu te dis pourquoi pas, il pourrait peut-être plier plus facilement. Et c'est vrai qu'on avait vu ces vidéos. Alors c'est toujours le problème avec ces youtubeurs, c'est qu'il n'y a pas de méthodologie, ils font ça comme ça, ils prennent à la main et tu vois le téléphone qui se brise un petit peu. C'est vrai que la coque en verre, elle est un peu plus fine qu'avant aussi. Donc tu peux te dire potentiellement il pourrait être un petit peu plus fragile. Mais ce qui a un petit peu rebattu les cartes, c'était le Consumer Report qui a sorti une vidéo là où ils font des tests standardisés. Et ils ont dit en fait c'est pareil qu'avant, il n'est pas plus fragile. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'Apple a peut-être pas trop insisté là-dessus, c'est qu'en fait ils étaient assez confiants sur le produit. Et en fait, moi je suis quand même pas fou au point de l'utiliser sans coque. L'écran est tellement affleurant, s'il tombe sur la face, il se brise. La seule consolation cette année, c'est que tu peux changer le dos là sans payer une fortune. Mais c'est vrai que ces téléphones, je rêve d'un truc en Kevlar, en carbone, pour que je puisse mettre sans coque et en profiter du produit. Parce que même là, tu vois, pour revenir à ces histoires de traces de doigts, alors nous on galérait au chiffon pour faire des beaux plans et tout. Donc on était tout le temps avec le chiffon, c'est pénible un peu, mais bon, c'est comme ça. Mais par contre, c'est vrai que une fois qu'on avait fini nos plans, on le remettait dans la coque. Et en fait, ce problème-là, même l'aspect du titane et tout, comme le disait Stéphane, c'est frustrant. T'as un beau téléphone, puis en fait, voilà, tu vois, il est dans sa petite coque finalement. Donc.
Tu as beaucoup insisté, Stéphane, ou peut-être Christa, tu voulais réagir, je ne sais pas. Oui, moi de mon côté, en fait, oui, les traces de doigts, c'est quelque chose qui est un petit peu évident et effectivement un petit peu plus difficile à retirer au chiffon que sur les anciens iPhones. Et j'ai l'impression que certaines traces de doigts pourraient même marquer. En fait, c'est l'impression que ça m'a donné, sans plus de certitude. Par contre, je ne sais pas si vous aviez vu en fait cette fameuse vidéo où ils sont venus presser, en fait, exercer une force sur le téléphone et toute la structure du téléphone, en fait, c'est légèrement plié et puis c'est repositionné en fait. Oui, c'est ce que Consumer Report, ce que disait à l'instant. Bah voilà. 45 exactement. kilos de pression. C'était super impressionnant. Voilà, c'est ça, c'est super impressionnant, mais sans doute aussi que le reste de toute la structure en fait du téléphone permet ça également. Donc, franchement, bravo Apple de ce côté-là. S'il y a quelque chose à retenir finalement de ces 2 semaines de prise en main sur lequel tu as voulu insister, Stéphane, c'est le gain de poids. Ah oui, mais en fait, quand on prend les deux, l'un dans chaque main. Alors, les deux quoi? Les deux, l'iPhone 14 Pro Max et l'iPhone 15 Pro Max. Ouais. Il y a une différence majeure et c'est flagrante, quoi. Flagrante ouais. En termes de poids et de plaisir même d'avoir l'un et l'autre dans la main. Dans les commentaires de l'émission de, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. C'est que 20 grammes d'écart pourtant. C'est ça, exactement. C'est ce que disait un de nos auditeurs. Il disait mais il n'y a que 20 grammes, il ne faut pas croire que 20 grammes. Ouais, mais 20 grammes sur quelque chose qui en pèse, tu vois, 200, c'est 10%. Ouais, c'est les arrondis aussi. Oui, et ça se ressent terriblement. Par contre, quand on passe à l'iPhone 15, on va en parler, l'iPhone 15 dans un instant, on a lu, alors on sent encore plus une différence qu'il est encore plus léger. Mais c'est vrai que c'est appréciable quand on passe d'un ancien modèle. Moi, ce que j'ai le plus aimé durant ces 15 jours de prise en main, c'est tout bête, mais ça change tout sur le 15, qui est exclusif au 15, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est le bouton Action. Moi, je l'ai utilisé, je l'ai programmé pour ouvrir ma porte d'entrée, qui, vous savez, c'est une serrure connectée. Donc, j'appuie, clac, ça s'ouvre, c'est assez génial. Quels sont les usages que vous avez réservés au bouton Action? Peut-être on peut commencer avec Didier. J'ai mis ouvre le coffre de la Tesla. Oh là, excuse-nous, on est voilà. Mais nous à Paris, on peut plus avoir de voiture, c'est fini. Mais c'est-à-dire, oui, quand tu fais des courses, tu n'as pas besoin. D'accord, c'est pas bête, c'est pratique. Mais en fait, en vrai, je trouve qu'il y a un beau potentiel sur ce truc, mais le raccourci est quand même assez frustrant parce qu'il y a très peu d'applis finalement qui le gèrent bien. Ouais. Et même Tesla, tu vois, tu peux pas lui dire si le coffre est ouvert, ferme le coffre, si le coffre est fermé, ouvre. Il n'y a pas cette option. Donc tu es obligé de faire un menu. Donc tu perds l'intérêt d'avoir un bouton finalement, d'aller encore faire des menus. Ouais, il faut j'ai vu passer des gens sur qui faisaient des menus, des combinaisons avec le plus et le moins et tout. À la fin, c'était Fort Boyard un peu pour ouvrir son téléphone. C'est assez fou. Mais j'aurais bien aimé un truc un peu avec du positionnement. Genre, t'es devant ta voiture, ça t'ouvre ta voiture. Ou il fait nuit, tu mets la lampe torche. Enfin, des conditions un peu plus grand public. Qui tiennent compte du contexte. Programmation. Oui, exactement, par exemple. C'est un métier. Christophe, de ton côté. Oui, de mon côté, c'est sûr et certain que je pense que cet aspect domotique, en fait, c'est primordial, le fait de pouvoir cliquer, enfin toucher en fait sur le côté, faire une pression et puis à un moment donné avoir l'ensemble de ton bureau qui s'allume, c'est quand même top. J'attends avec impatience qu'ils élargissent les usages et la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de pression, d'avoir beaucoup plus de granularité en fait, et ça va vraiment être un game changer. Rapidement, Stéphane, Laurent, quel usage pour le bouton Action? Qu'est-ce que vous avez choisi? Le fait de supprimer le mode vibreur ne m'a pas dérangé, et je trouve que de l'activer avec le Control Center est beaucoup plus agréable. Donc ça a été une belle découverte qu'on avait avant mais qu'on ne faisait pas. Et moi, c'est l'appareil photo. Bon, donc, déclencheur. Ouais. Non, le lancement de l'appareil photo. En fait, tu te rends compte que quand tu veux prendre une photo, tu as le bouton en bas à droite, même quand il est loqué, mais c'est pas pareil. Là, tu appuies, poum, tu appuies une deuxième fois, la photo est prise. Stéphane. Comme Laurent. Non. C'est formidable. Et en plus, voilà pour les versions pro. Quid de la prise en main cette fois-ci des iPhone 15 qui sont devant Laurent et Stéphane. Alors tu les as un peu plus testés que nous, parce que nous on s'est plus intéressé aux pros. Tu as plutôt beaucoup aimé, notamment le design. C'est vrai que la version rose qui est à côté de Stéphane et Laurent est magnifique. Moi j'ai adoré l'iPhone 15 parce que je trouve qu'en fait c'est le bon plan de cette année. Il a un super écran, on n'en parle pas assez, mais il monte à 2000 nits comme les autres. Il est plus léger, 16 grammes de moins que le 15. Lui, il est en alu, mais il ne s'en cache pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu sais que le poids de l'iPhone 12 Pro, c'est exactement le même poids que l'iPhone 15 Pro. Jamais. Ouais. Donc en fait, ils sont revenus à des poids d'avant, mais c'est rigolo. Et surtout, je trouve qu'avec
cette histoire de gros capteurs photo qu'ils lui ont mis dessus, avec le fait qu'il y ait ces coloris qui sont hyper sympas maintenant, finalement, il n'est pas si frustrant que ça. Il a l'USB-C aussi. En fait, il a tout. C'est plus, entre guillemets, un iPhone au rabais, c'est ça, en fait, un peu qui était un peu bridé. Là, il a vraiment... Et puis, il chauffe pas, hein. Accessoirement. Il chauffe pas trop. Alors, il a quelques manques, quand même. Hein. Non, ce qui mettrait quand même le problème du côté de la puce. Hein. Parce que la différence majeure entre les deux, c'est la puce. Hein. Oui, on est bien d'accord. C'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. Alors, pas d'écran toujours allumé, hein, c'est ça la principale différence. Pas de mode table de nuit, ce qui est très sympa lorsque vous prenez votre iPhone et que vous le mettez comme ça, avec un MagSafe à côté. Il faut un Pro pour ça. Pas de ProMotion, également 120 Hz, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose si vous voulez économiser la batterie, mais c'est vrai pour la qualité de l'image, c'est sympa. Par contre, ce qui est vraiment un plaisir cette année, c'est la Dynamic Island. Didier ou Christophe? Oui, la Dynamic Island qui va vraiment en fait homogénéiser l'ensemble des usages. Donc maintenant, les applications vont pouvoir... hein, notamment. Oui, tout à fait, pour les développeurs entre autres. Mais en fait, surtout, le truc, tu vois, c'est que quand on sort Dynamic Island sur une partie de la gamme, bah, quelque part, ça restreint en fait le champ des possibilités pour joindre un maximum de personnes pour un développeur. Ici, c'est plus le cas. On va pouvoir en fait vraiment adresser l'ensemble des utilisateurs Apple, évidemment, qui ont les dernières générations. Et franchement, c'est pas plus mal. Donc là aussi, on s'attend à voir apparaître en fait plus de granularité, des nouveaux usages, peut-être une mise à jour en fait de la partie qui permet de gérer pour les développeurs Dynamic Island lors de juin prochain. Donc c'est toutes des choses en fait qu'on a vraiment envie de voir. Super, donc vous avez bien compris que l'iPhone 15 et peut-être pas un peu moins la version 15 plus, mais la version d'iPhone 15 est peut-être l'une des modèles les plus intéressants, notamment parce qu'il a un vrai appareil photo avec un vrai zoom. On en parle du zoom à présent sur la photo. Alors, on s'est amusé, on s'est tous amusés, et toi aussi, Didier, de ton côté, allez voir le test sur Mac Forever, tu l'as même comparé au Galaxy S 23 notamment. Nous avons comparé l'iPhone 15 au 14 Pro de l'année dernière, avec qui il partage du moins sur le papier, parce que c'est un peu plus compliqué ça, tu vas tout nous dire, Didier. Le même capteur de 48 mégapixels, c'est la principale nouveauté du 15 cette année. Regardez, on commence par une photo en grand angle avec une belle luminosité. À gauche, vous avez l'iPhone 15 et à droite, vous avez le 14 Pro de l'année dernière. Alors, ça me semble intéressant de mettre plutôt le 14 Pro parce que c'est aujourd'hui ce qui vaut mieux acheter un 15 ou un 14 Pro de l'année dernière pour le même prix, en gros, grosso modo. Et là, si on veut bien remettre l'image 30 secondes pour qu'on ait le temps de la voir, qu'est-ce que vous pensez de ce rendu? Qu'est-ce que toi, de ton côté, t'ont appris ces images? Le 15, vraiment, il est, je le trouve très équilibré, Didier. Je suis vraiment agréablement surpris. Et je le trouve même un peu meilleur que le 14 Pro. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que son capteur de 48 mégapixels, moi je pensais qu'il l'avait repris du 14 Pro, mais en fait pas du tout. C'est un nouveau capteur et qui est un petit peu plus petit, 30% plus petit, donc c'est quand même pas rien sur un capteur. Et pour autant, quand tu le mets face au 14 Pro ou même au 15 Pro, tu regardes l'image un peu zoomée, tu vois vraiment au pixel, et ben, je la trouve plus détaillée, il y a moins de lissage sur l'iPhone 15, et j'étais très surpris de ça. Surtout face au 15 Pro, vraiment sur ce capteur-là en tout cas, il a un super rendu. De manière générale, de toute façon, quand tu vois les images de plein jour, c'est avec le HDR, tout est super beau. Maintenant, tout est super beau sur tous les téléphones. Franchement, il n'y a plus tant de différence que ça. Mais là, le fait d'avoir autant de pixels, en plus, tu as ce mode 24 mégapixels que tu n'as pas sur le 14 Pro, qui te permet d'avoir des fichiers pas trop gros, mais d'avoir quand même des fichiers compressés avec plus de détails. Quelque part, tu te dis c'est presque une meilleure affaire, en tout cas sur ce capteur-là. Alors, il y a un capteur, c'est ça qu'il faut qu'il faut bien appréhender, parce que c'est pas évident pour un non-expert de la photo comme toi, Didier. Il y a un capteur de 48 mégapixels sur les iPhone 15 Pro et 15, mais c'est pas du 48 mégapixels par défaut. Par défaut, c'est du 24, c'est ça? Et 24, exactement. Et puis, tu peux le remettre à 12 comme avant, si tu veux, dans les réglages, effectivement. Et effectivement, quand on passe en mode un peu plus sombre, en mode nuit, ça bascule automatiquement en 12 mégapixels. Ça tombe bien, regarde. On a fait une photo grand angle également entre l'iPhone 15 et l'iPhone 14 Pro en mode nuit. Cette fois-ci, à l'intérieur du studio ici, au village Baïséa. Et encore une fois, le rendu est vraiment très très bon. Et la différenciation, en tout cas, si vous cherchez, vous dites je vais prendre plutôt un 14 Pro qu'un 15, c'est pas au niveau de la photo pour l'instant que la différenciation se fait, bien au contraire. Est-ce que tu as constaté cela
de ton côté, entre le 15 et le 14 Pro, sur le mode grand angle, notamment. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au 15? Le mode RAW, peut-être? C'est tout? Alors, ce qui est quand même intéressant, quand tu regardes les spécifications de l'optique surtout, c'est que tu as une meilleure luminosité. Il ouvre à 1.6 sur le 15, alors qu'il ouvre à presque 1.8 sur le 14 Pro et le 15 Pro. Donc en fait, il est un tout petit peu plus zoomé aussi. C'est un 26 mm contre un 24 mm. Donc le capteur est un petit peu différent, mais du coup, combiné, ces deux choses combinées fait que même si tu as un capteur un petit peu plus petit, finalement, avec une meilleure ouverture, ça s'équilibre et tu as les mêmes photos de nuit, la même qualité en tout cas dans les photos de nuit, ce qui est intéressant quand même. Alors, on passe maintenant au mode ultra grand angle, qui est le deuxième objectif, le deuxième capteur intégré à l'iPhone 15, qu'on va comparer au 14 Pro, en mode jour, 48 mégapixels. Et encore une fois, moi, je trouve même le 15 un petit peu meilleur, mais c'est une affaire de goût. Ça fait pas mal de photos aussi. Je crois que tu arrives à peu près à la même conclusion, Didier. Hein. Oui, sauf de nuit, parce qu'en fait, il a une moins bonne ouverture. Il ouvert à 2.6, je crois, au lieu de 2.4. Ils ont pas mis, c'est dommage, ils n'ont pas mis celui du 14 Pro sur le 15. Ouais, et du coup, l'ultra grand angle, c'était un peu en soirée. Quand on passe en mode nuit, toujours dans le studio, c'est un peu moins bon, mais c'est vraiment superfétatoire. Hein, donc, mais voilà. Alors, l'événement cette année, c'est l'arrivée d'un zoom sur l'iPhone 15, enfin un zoom numérique, x2 sans perte. Regardez, x2, donc on zoome dans l'image. À gauche, vous avez l'iPhone 15, à droite, vous avez l'iPhone 14 Pro en x2. Et franchement, pour l'instant, moi, l'iPhone 15, je ne trouve que des bonnes choses. Alors, on triche un peu parce que si vous aviez pris un Pro Max, vous pouviez monter jusqu'à x3. Maintenant, vous pouvez monter jusqu'à x5 avec un 15 Pro Max. Mais le 14, il est assez vaillant. Je suis vraiment agréablement surpris, Didier. Hein. Oui, alors en fait, c'est vrai que c'est juste du recadrage. C'est-à-dire si tu prends ton image à 48 mégapixels, ce que tu peux faire quand même avec l'iPhone 15, hein, même en format compressé et tout. Donc tu peux avoir ça. Et si tu recadres toi-même l'image, tu auras la même chose que ce qu'Apple appelle un zoom. Mais si tu fais des images à 12 mégapixels ou à 24 mégapixels, tu peux quand même zoomer dans le capteur, donc sans perte. Donc ça fait l'équivalent d'un zoom finalement pour tes photos classiques, quoi. On zoome dans l'image. Oui, c'est un zoom dans l'image, mais c'est pas un zoom numérique, tu sais, où tu mets à l'échelle et tu perds du pixel. Donc c'est ça qui est intéressant quand même. Ouais. Et je trouve que c'est un bon compromis parce que c'est vrai de rajouter une optique et finalement ça coûte moins cher et tu as quand même ton zoom possible. Et 2 fois, ça reste tout à fait correct pour faire des portraits. C'est un 50 mm, donc ça va. Et ce qui est sympa aussi, et tu l'as relevé de ton côté également, Didier, c'est le zoom en vidéo 4K 60 Hz. On peut aussi zoomer en mode vidéo, c'est super. Ce qu'on ne pouvait pas auparavant. Donc, on commence à regarder cette machine, cet appareil un peu différemment, notamment pour les pros de la vidéo. Bien sûr, il n'y a pas le stockage. Bien sûr, on ne peut pas stocker des photos, des vidéos en temps réel sur un disque SSD. Mais on peut faire des choses intéressantes, Didier. Vraiment. Oui, moi je trouve que pour un usage, on va dire classique, déjà de pouvoir, tu vois, tu filmes en 60 images par seconde, tu peux zoomer sans perte, je trouve ça quand même super. Et puis effectivement, même si c'est pour faire de la vidéo un peu amateur, la qualité d'image est incroyable. Et tu sais que même le Galaxy S23 là, tu peux pas filmer à 60 images par seconde et faire un x2, il n'y arrive pas. Donc c'est assez rigolo quand même de changer de capteur comme ça à 60 images secondes, il ne sait pas faire. Alors que Apple sait le faire maintenant sur tous ses téléphones. Donc ça c'est quand même une sacrée avancée. Alors, passons à présent à l'iPhone 15 Pro. C'est toujours face au 14 Pro en mode grand angle, avec une belle luminosité toujours ici sur le toit terrasse, magnifique toit terrasse du village Baïséa. On va essayer de vous faire quelques émissions avec la vue sur la Tour Eiffel. À gauche, vous avez l'iPhone 15, à droite, l'iPhone 14. L'iPhone 15 est un peu meilleur, mais ce n'est pas un argument pour changer cette année, encore une fois, les amis. Hein, donc, on est bien d'accord sur ce point-là. On va passer au mode ultra grand angle cette fois-ci. Comme tout à l'heure, à gauche, vous avez l'iPhone 15 et à droite, l'iPhone 14 Pro. Et effectivement, d'une année sur l'autre, on ne voit pas de grands changements. Le changement est plus important, évidemment, lorsqu'on passe au mode zoom, bien sûr, puisque cette année, sur le Pro Max, vous avez un x5 et effectivement, ça change tout en termes de possibilités et en termes artistiques. Didier, on a quand même, c'était un vrai manque, le zoom x5. On était limité à x3 jusqu'à maintenant sur le Pro Max l'année dernière. On le voit sur les images. En fait, même quand tu fais de l'ultra grand angle jusqu'au x5, que ce soit en photo ou en vidéo, c'est juste dingue de voir la plage que tu as sur un si petit appareil. Ça, c'est vraiment assez fou. Après, il y a 2 trucs, moi, qui me chagrinent un peu. C'est que déjà, ils sont arrivés après Samsung, 1 an après, et Samsung a un zoom 10 fois périscopique. Même plus qu'un an, ça fait plusieurs années maintenant, Didier. Ouais, mais bon, après, qu'il soit bien implémenté, c'est quand même assez récent. Attendez, et surtout,
sur un Pro Max, sur un Pro Max, tu as finalement qu'un zoom 2 fois avec le capteur principal et un zoom 5 fois. Et en fait, du coup, tu perds. C'est un peu comme si tu étais photographe. Et puis, tu vois, tu prends par exemple ton 24 mm, puis tu prends un 120 mm. En fait, aucun photographe fait ça. Et il te manque qu'une focale intermédiaire quand même. Le fait d'avoir enlevé le x3, ce n'a pas fait Samsung, et ben finalement, les photographes, ils n'ont pas à choisir, ils ont un petit peu tous leurs objectifs. Je dirais que c'est la seule limitation. Est-ce que finalement, ce zoom x5 est plus utile ou pas que le x3 ? Je ne sais pas. Mais les photographes, en tout cas, avaient l'air de se plaindre pas mal. Stéphane ? Oui, justement, pour compléter ce qu'a dit Didier, moi j'ai essayé de faire mes photos de la Lune comme je fais chaque fois, dès que je peux. Là, il se trouve que c'était... Bon, quand je la prenais un peu de loin... L'argument de vente de Samsung, là. Oui, et là, quand je la prenais de loin, ça allait, elle n'était pas trop floue, mais dès que j'essayais de zoomer, c'était pas très joli. Tu fais des photos de la Lune tous les jours, toi, quand tu fais ton appareil photo. Non, mais je teste. Il y a beaucoup d'IA quand même dans la photo de la Lune. Bien évidemment, on la reconnaît. Mais je suis d'accord avec toi, ça va pas aussi loin, c'est x10 sur le S20. x10, mais et même les Google Pixel Pro 7, j'ai pas encore essayé le 8 qui vient juste de sortir. On va y revenir. Mais on fera un test croisé s'il faut, mais bon, c'est pas un argument de vente. Combien ça intéresse de gens de photographier la Lune. Mais par contre, c'était un argument de vente pour Samsung parce qu'il n'y avait pas de zoom aussi puissant chez Apple. Alors le zoom x5, moi j'ai trouvé impressionnant en vidéo, également lorsqu'on active le mode de stabilisation, le mode action. Je trouvais ça assez bluffant, Didier. Bon, moi, il s'est mis à chauffer, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tu as trouvé ça sympa également ? Ouais, et d'ailleurs, je vous ai fait des images, je ne sais pas si tu vas les diffuser, mais en fait, si tu mets le mode action, que tu fais le zoom x5 et que tu te mets par exemple sur un objet qui est proche de toi, et en fait, ça te crée une espèce d'effet parallaxe. C'est-à-dire qu'à main levée, comme ça, tu essayes de garder un objet dans le cadre, donc ça va bouger pas mal parce que tu es en x5, c'est dur de stabiliser. Et en fait, quand Apple va te faire son traitement derrière, c'est comme si tu le filmais avec un drone, en fait. Regarde. Ouais, c'est juste incroyable. Et vraiment, Samsung le fait pas, par exemple. Samsung, le mode action, il est que sur le grand angle, enfin l'ultra grand angle. Donc là, chez Apple, c'est assez fou. Et c'est marrant, ce truc-là, ils en ont pas parlé alors que on l'a découvert un peu par hasard. C'est vraiment un effet waouh quand on est un vidéaste et qu'on s'amuse à faire du grand angle, du zoom x5 avec un appareil, avec un téléphone à main levée qui a tendance à vibrer, etc. Et on tourne autour, effectivement, l'analogie avec un drone est très parlante, c'est vrai Didier. Peut-être une petite réaction de Christophe ou de Laurent qui n'ont pas réagi sur le côté photo. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces avancées ? Moi, ce que je retiens, c'est le mode action x5. Moi, j'ai trouvé ça bluffant. De votre côté ? Non, on est sur de l'incrémental comme d'habitude, quoi. Tu vois, je veux dire, les photos. Non, mais les photos sont, tu vois, c'est mieux que l'année dernière, c'est mieux. Et en fait, les gens sont frustrés en disant, ouais, mais finalement, c'est pas mieux. Ouais, mais au final, quand on fait la comparaison sur la version un peu d'avant, puis de 2 années, puis de 3 années, puis de 4 années, on se fait surprendre en disant les photos sont mieux. Donc, ce téléphone est un peu mieux que l'année dernière. On le dit à chaque émission, les gens ne changent pas de téléphone. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de se dire ceux qui changent. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se dire que ceux qui vont changer au bout de 3 ans, voire 5 ans, on a plein de gens dans les commentaires qui nous disent, tout à l'heure on avait une discussion à midi avec notre ingénieur du son, il nous disait j'ai un iPhone XR. Mais il faut changer, Axel. Hein. Et mais il aime bien le X parce que Axel. Voilà. Et donc, non mais tu vois, je peux comprendre. Il y a des gens à un moment donné. Donc, encore une fois, c'est de l'incrémental. Ce qui est génial, c'est que quand tu changes, tu fais un saut, et quand tu fais un saut, tu dis waouh, il est beaucoup mieux qu'avant. Christophe, on demandera son avis à Stéphane pour conclure. Non, mais c'est top, effectivement, ce zoom qui augmente à chaque fois, la qualité qui augmente à chaque fois, même si c'est de façon incrémentale. Mais comme tu le disais, Olivier, en fait, les gens ne changent pas forcément en fait, tous les ans non plus. Donc, on voit malgré tout vraiment la différence. Et puis moi, j'attends le fameux mode Apple Vision, parce que c'est le grand retour des années 80. Vous vous souvenez, en fait, avec les anaglyphes qu'on utilisait pour voir en 3D dans les cinémas, etc., avec une partie bleue, une partie rouge. C'est un peu pareil. C'est une prise d'image, en fait. C'est pas encore actif, c'est ça ? Non, c'est pas encore là, mais c'est une prise d'image stéréoscopique qui va nous permettre en fait d'avoir vraiment une image pour l'œil droit, une image pour l'œil gauche et qui va nous donner cet effet un peu holographique comme dans Star Wars. Donc moi, je suis super fan, mais il va falloir encore attendre un peu. Stéphane, qu'est-ce que tu as retenu du côté photo, si tu avais quelque chose à retenir de ce iPhone 15 Pro Max notamment ? Voilà, c'est comme l'a dit Laurent, il y a une progression, c'est indéniable. Maintenant, est-ce que c'est un élément suffisant pour pouvoir changer de téléphone, à moins qu'on soit avec un vieux qui a d'autres problèmes, là ça vaut le coup. Mais est-ce que pour ceux qui sont sur le système autre comme Android, sur Android, est-ce que ça vaut le coup ? Toi, tu penses qu'Android est toujours, de manière générale, les appareils photo sur Android sont meilleurs.
sont meilleurs, et pas que ceux de Samsung. Parce que les meilleurs ne sont pas vendables en France, c'est les Huawei, de très loin, et ça, mais c'est impossible aujourd'hui de travailler. C'est pas... Voilà. Mais c'est des meilleurs de loin. Faut pas et on attend de tester les derniers Google, mais franchement, les Google Pixel avaient été une énorme surprise l'année dernière. Beaucoup d'IA dans le bien évidemment. Pixel 8, on en parlera longuement lorsqu'on l'aura en main. Pour l'instant, c'est juste... Il a été annoncé hier. On n'a pas parlé du log et tout, tous ces petits trucs cool, mais c'est quand même cool. Ouais. Mais bon, on pourrait faire 3 heures d'émission aussi, mais au moment, on est obligé de s'arrêter. On y reviendra justement parce qu'on va comparer l'iPhone au nouveau téléphone qui arrive, notamment le Pixel 8. Et allez voir la vidéo de Didier qu'il a fait cette semaine où il a comparé les iPhones au Galaxy S23 qui commence à dater un petit peu parce que le S24 déjà pointe le bout de son nez et il ressemble étonnamment à l'iPhone. Bref, place au présent. À présent, on a beaucoup parlé de chauffe et de puissance. Passe à présent au bench, bien sûr. Allez, c'est ta spécialité, mon cher Didier. Tu t'es amusé à tester sous toutes les coutures. On en a fait quelques-uns ici également. Bien sûr, le passage incontournable, c'est les benchmarks sur Geekbench. On commence par le CPU. Geekbench version 6, bien sûr, la dernière. Oui, et c'est assez amusant quand tu regardes cette petite graphique, c'est que en simple cœur, eh bien, ton iPhone est plus rapide que ton Mac, y compris si tu as les derniers Mac, parce qu'en fait, tout simplement, c'est basé sur les M1, M2 sont basés sur des puces qui ont déjà quelques années. Et donc, en single core, c'est quand même assez fou de se dire qu'un téléphone va plus vite. Alors attention, il va plus vite les 30 premières secondes. C'est-à-dire que si tu fais des tests un peu longs, il perd 30% au bout de 30 secondes et après, il baisse parce qu'il n'a pas de refroidissement. Mais c'est quand même impressionnant, quoi. Et c'est bien pour la suite, parce que ça annonce aussi ce que tu vas avoir sur ton Mac, quoi. Alors l'iPhone 15, tu l'as pas mis, donc on l'a rajouté. Hein, on a les chiffres si vous le voulez. Si on peut remettre le graphe un instant. L'iPhone 15, il est aussi pas ridicule. 2611 au monocœur, 6508 en double cœur. C'est les performances du Pro Max, du Pro et du 14 Pro, du 14 Pro Max de l'année dernière, grosso modo, Didier, c'est ça. Oui, et on ne progresse pas beaucoup cette année. Sur le CPU, je disais 10%, c'est pas énorme pour un changement de gravure. Alors passons au GPU. Bon, ça reste toujours... Passons au GPU. GPU, 20%. Donc tu vois, là, sur le graphe, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, là, je t'ai mis le 14 Pro Max, donc c'est la même chose pour le 15. Ils ont le même GPU. Et tu te rapproches en fait des Mac M1. Alors le Mac M1, je sais qu'il n'est pas tout jeune, mais c'est un Mac quand même. Bah oui. Donc tu te dis... Et là, quand tu les branches, je ne sais pas si tu as fait le test, tu t'es branché ça sur une télé avec une petite sortie HDMI. T'as des rendus de console de jeu maintenant, c'est quand même assez fou. Tu joues en 4K 60 images et tu mets une manette, tu joues à Call of Duty là. Franchement, on comprend mieux pourquoi ils veulent nous sortir du AAA sur l'iPhone. Donc tu aurais la possibilité de brancher une manette en sans fil et voilà. Moi, même en filaire maintenant. Tu peux la brancher en filaire en USB-C, bien sûr. La bonne surprise, on parle beaucoup de tests en matière de puces, mais la bonne surprise, on en a peu parlé jusqu'à maintenant, c'est l'arrivée du Wi-Fi 6E qui était pas mal décrié parce que sur Mac, franchement, c'est pas la panacée. Il y a beaucoup de variations de débit, c'est pas stable. Qu'est-ce que tu as pu constater, Didier ? Et bien là, c'est la bonne surprise. C'est-à-dire qu'on a eu des Mac et des iPads où ils n'arrivaient pas à tenir les débits en Wi-Fi 6E. Donc on rappelle le Wi-Fi 6E, ça te permet en gros d'avoir 160 mégaoctets secondes sur du Wi-Fi, alors qu'avec le Wi-Fi 6, tu es à, allez, on va dire entre 80 et 100, mais plutôt vers 80. Et donc tu doubles quasiment tes débits, tu as du vrai gigabit. Et là, j'ai réussi à avoir 150, 160 mégaoctets secondes en continu. J'ai essayé avec un modem Netgear, là, le M6 Pro. Et franchement, c'était impressionnant. En plus, c'est quand même hyper cool d'avoir ça parce que sur un téléphone, tu es essentiellement en Wi-Fi, quoi. Tu ne veux pas faire de l'Ethernet et de l'USB. Donc là, vraiment. Et en fait, ce qui est bon aussi, c'est que ça va arriver dans les Mac. Mais bon. Alors tu peux brancher un M6 Pro là en USB-C, il te le reconnaît comme un modem. Tu peux brancher sur un câble Ethernet. Si tu veux pas avoir de Wi-Fi pour des raisons de confidentialité ou j'en sais rien, ça va fonctionner hyper bien et surtout à vitesse maximum. Tu peux même brancher de l'USB-C à 10 gigabits et avoir le débit 10 gigabits via l'USB-C. C'est pas très courant. Qui n'est pas très courant. Donc, ouais, c'est assez impressionnant. Nous, on a fait les mêmes tests ici à la régie du studio d'Electri-Dream, c'est dont on fait le Mac, puisqu'on a la chance d'avoir une Freebox Pro en 5 ou 10 gigabits, je ne sais plus. C'est les débits aujourd'hui les plus avancés sur le marché français. Alors, on n'a pas atteint 10 gigabits, parce que c'est des débits théoriques, évidemment. Si on compare le 14 Pro Max de l'année dernière en Wi-Fi 6, on atteignait en 84
496 mégabits par seconde en ascendant contre 596 mégabits par seconde en descendant. Par contre, quand on passe au 15 Pro Max, on double quasiment les débits. Donc le Wi-Fi 6E, toujours sur des bornes Netgear Orbi, on passe de 494 en ascendant à 910. C'est énorme. C'est énorme. Et 906 en descendant, c'est même un petit peu moins. Tu doubles presque. Je double presque. On n'est pas encore au débit théorique que nous annonce Free, mais c'est quand même très sympa. Donc, bonne surprise pour le Wi-Fi 6 qui est bien géré a priori, d'après nos tests et les tests de Didier sur les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Question Twitter de Moon, alias Studio Waffle, je ne sais pas. C'est un vrai problème. J'ai hésité à le rendre à cause du souci de batterie qui descend vraiment à vue d'œil. Batterie qui descend à vue d'œil. Est-ce que tu as vraiment ressenti une différence? Vous avez vraiment ressenti une différence, les amis, par rapport à l'année dernière? Moi, je m'attendais à un gain par rapport à l'année dernière, par rapport aux 3 nanomètres. On n'a pas vu le gain. Et Apple annonce la même autonomie en lecture de vidéo que l'année dernière. Il n'y a pas de gain, ça c'est sûr. Limite. Laurent. Habituellement, quand tu changes de téléphone, et quand tu es habitué à changer de téléphone, même si tu changes tous les ans, hein, on ne va pas discuter le fait de changer tous les ans, mais quand tu changes tous les ans, au moment où tu le changes, tu te rends compte que ta batterie, elle a déjà perdu dans nos usages, en plus dans des usages un peu violents, quoi. Tu vois, on charge n'importe comment et tout. On n'est pas les meilleurs élèves de la classe. Non. Et tu vois, je crois que le Mi, il a 91, il a déjà perdu 9% sur la première année. Quand tu les récupères, tu dis waouh, ça marche. Enfin, tu vois, tu as l'impression que ouais, tu as une surprise. J'ai pas été surpris. Je me suis même fait surprendre. Donc, j'ai pas l'impression que l'autonomie. Alors encore une fois, on a des gros usages, on passe du téléphone, on fait de la 5G, on sait que. Mais j'ai trouvé ça. J'ai pas eu l'effet waouh, tu vois, que des fois tu peux avoir. Apple a annoncé la couleur, 29h pour le 14 Pro l'année dernière, Max, et 29h cette année. Hein, Didier, Christophe ou Stéphane, il n'y a pas de progrès particulier. Par contre, ça s'écroule pas, comme semble le dire notre tweetos. Hein. C'est 29h WLTP, là, tu sais, comme les voitures, ils t'annoncent des consos que tu n'atteins jamais. C'est 29h en regardant une vidéo, je ne sais pas comment ils font. Alors, ils mettent l'écran à 20%. Ouais, j'imagine. Normalement, c'est 50%. Christophe ou Didier ou Stéphane, peut-être une remarque sur l'autonomie, non? Oui, non, au niveau de l'autonomie, en fait, je pense qu'on peut dire que c'est assez traditionnel, en fait. Hein. Ça calque vraiment les usages de batterie, en fait, qu'on avait l'année passée sur les téléphones de la même gamme. Le gain de puissance est consommé, finalement, et compensé par le 3 nanomètres, mais on n'a pas forcément un gain d'autonomie, c'est ça? C'est un peu ce qu'on peut se dire, même si la capacité de la batterie a légèrement augmenté, hein, mais au final, en fait, tu vois pas trop, en fait, le gain, parce qu'effectivement, c'est un peu plus puissant, même si c'est effectivement rattrapé, comme tu le dis, par la finesse de gravure. Mais voilà, on peut pas se plaindre, mais on peut pas non plus se dire yeah, j'ai un nouveau téléphone, en fait, qui tient une journée complète, quoi. Mais moi, je charge le soir avec le Pro Max quand même. Hein. À partir de 18-19h, je charge parce que exactement. En soirée. En réalité, Didier, tu le charges quand tu peux le faire, parce que je pense que justement, tu as eu un problème là, non? On va voir avec la mise à jour d'Apple, peut-être qu'on aura une bonne surprise. Tu as eu un petit problème, Didier? Oui, il se boucle, il se bloque. Il peut plus le charger parce qu'il est chaud. Non mais là, par exemple, tu as une surcharge malgré la mise à jour. Là, je suis en 5G, il m'a mis un message, je peux plus charger la batterie, je suis bloqué à 80% parce que je chauffe. Et j'ai fait la mise à jour. Et ça, c'est un truc que j'avais pas avec le 14 Pro. Donc il y a encore des problèmes de chauffe. Problème, je sais pas, mais en tout cas, il chauffe, ça c'est sûr. Allez, on avance, messieurs, une petite réaction Twitter, on avance un petit peu dans le déroulé, de Mano, un fidèle dont on fait le Mac. Apple, cette année, souhaite prendre soin de la batterie. Il y a une option pour empêcher la charge au-delà de 80% pour la préserver. Cela fait suite à la recharge optimisée pour atteindre les 100% au bon moment. Aussi, dans les réglages, l'iPhone annonce le nombre de cycles de sa batterie. À qui on peut conseiller ce type de réglage, les amis? C'est vraiment utile de limiter la décharge et la charge? À ma mère. Moi, je l'ai fait à ma belle-mère. En fait, sur tous mes téléphones. Non, mais sur tous mes téléphones, j'ai une. Tu veux qu'elle s'accoupe? Elle t'appelle plus le soir. Voilà. Vas-y. Excuse-nous, Laurent. Donc sur tous mes téléphones, j'ai 2 messages liés à la batterie. Le premier, c'est quand je descends au-dessous de 25%, il me dit attention, tu descends au-dessous de 25%, et il active le mode économie dès 25%. Mais là, c'est pas le cas.
Je te dis juste, j'avais toujours eu sur mes téléphones, c'est une automation, donc un raccourci en français, et j'activais plutôt le mode économie. De la même manière, quand j'étais en train de le charger, quand il arrivait à 80%, je disais, le téléphone me dit, Laurent, j'ai atteint les 80%. Et souvent, ce que je faisais, c'est que je le débranchais, je me disais, c'est bon, il est chargé. C'est quoi la vertu de s'arrêter à 80%? En fait, il faut comprendre la charge. C'est comme une bouteille que tu remplis, que tu vides, que tu remplis, que tu vides. Hein. L'énergie, c'est un bocal, tu remplis, tu vides. Bon, si tu charges très très vite, imagine tu vas remplir une bouteille et tu mets avec un truc où il y a beaucoup de pression. La probabilité que ça déborde, elle est forte. Bon, sur une batterie, quand ça déborde, ça l'abîme. Okay, c'est le résumé. Donc l'idée c'est de dire quand tu arrives à 80, ça sert à rien que tu essayes de la gonfler, même si la réalité c'est que quand ils sont à 100, la batterie est pas à 100. Hein. La batterie elle est dans les faits à 95%. Apple se garde, enfin tous ils se gardent une marge parce que sinon tu les exploserais. Mais d'ailleurs sur les voitures, il y a beaucoup de voitures dans le logiciel. Quand tu arrives à 80% de charge, tu peux plus aller en charge rapide, tu es en charge lente. Donc il y a une courbe qui s'écrase. C'est un peu critique. Il y a quelque chose. Exactement. Ouais. Allez, plein fait à présent sur l'avancée la plus significative de cette nouvelle génération d'iPhone. Je parle bien sûr de l'USB-C. L'USB-C, pourquoi faire 10 ans après son apparition? Le Lightning tire donc sa révérence au profil USB-C. Encore une fois, merci à l'Union européenne pour le coup de main. Même si l'iPhone 15 et les 15 Pro sont USB-C, ils ne sont pas tous logés à la même enseigne. On l'a déjà dit il y a 15 jours, l'iPhone 15 est limité à 480 mégabits par seconde. Hein. C'est l'USB 2, donc c'est un peu la déception, alors que l'USB 3 est réservé aux 15 Pro et 15 Pro Max, 10 gigabits par seconde pour les pros. Et la fonction star cette année, messieurs, je ne sais pas qui veut prendre la parole, c'est la possibilité de brancher un disque SSD externe et les vidéos 4K sont branchées directement, sont enregistrées directement dessus. C'est vrai que pour les vidéastes, ça fait un effet wow. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose de super utile en fait de pouvoir filmer directement en ProRes sur un disque externe, et en plus de ça maintenant il existe un tas d'accessoires qui te permettent vraiment d'utiliser le smartphone de Apple comme une caméra professionnelle en fait, tu peux presque porter à l'épaule, etc. Donc c'est vraiment très sympa, mais effectivement par contre le pauvre iPhone 15 normal, lui, il n'a pas la même chance en fait en termes de débit en fait que son grand frère, le 15 Pro, malheureusement. Alors justement en termes de débit, qu'est-ce que ça donne, Didier? Tu as fait quelques tests de débit aussi bien pour l'iPhone 15 que pour le 15 Pro. Eh ben, c'est une bonne surprise parce que, en fait, sur le 15, tu es à 30-40 mégaoctets secondes comme du Lightning, donc c'est pas méga frustrant, tu peux quand même transférer des données, faut pas exagérer, mais c'est vrai que c'est 20 fois plus lent que le 15 Pro, qui lui est presque à 1 gigaoctet seconde, enfin, on est un petit peu en dessous, on est entre 600 et 800, mais l'air de rien, écoute, tu sais que sur le Galaxy S23, là, tu es à 5 gigabits théoriques, c'est-à-dire qu'en vrai, personne ne les atteint, et en fait, sur les Android, j'ai découvert qu'il y a très peu d'USB-C à 10 gigabits, voire quasiment pas. Donc en fait, Apple est plutôt au-dessus des autres avec ses débits. Exactement. Par contre, après, tu vois, là, tout à l'heure, vous disiez qu'on peut enregistrer une vidéo 4K sur le SSD, mais en fait, Apple décide ce qui va sur le SSD. Je trouve que l'implémentation de ça est pas souple du tout. Tu peux pas lui dire enregistre-moi toutes mes photos, mes vidéos sur la clé USB qui est accolée. C'est Apple qui décide. C'est-à-dire que l'implémentation est encore un peu préhistorique. Mais bon, je pense que ça va évoluer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un 15 si, concrètement? Il n'est pas possible d'enregistrer une vidéo depuis la caméra sur un SSD, on l'a dit. Mais tu peux utiliser par exemple l'application fichier, comme sur un iPad. Oui, tu peux parcourir des disques. Alors, tu peux pas formater. Ça, c'est un peu dommage. Tu vois, j'étais en mobilité avec ma clé USB, je voulais enregistrer des vidéos dessus, je pouvais pas la formater. Tu peux brancher tout un tas d'accessoires. Là, tu peux brancher ce micro là, qui est USB-C directement dessus. Il va le reconnaître. Tu peux brancher, là, j'ai du Blackmagic, du M-Audio, ça va marcher. L'interface audio dans GarageBand, elle est reconnue tout de suite. Alors, c'est pareil, tu pouvais le faire avant, tu sais, il y avait des petits adaptateurs, mais il fallait avoir l'adaptateur et tout. C'était compliqué quand même. C'est comme sur une télé. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Même, alors, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de débit sur l'iPhone 15, mais en fait, il y a du débit vidéo, parce que l'USB-C, il a deux modes. Il a un mode, on va dire, dédié à la vidéo, où là, tu as beaucoup de bandes passantes, et tu peux diffuser jusque de la 4K à 60 images par seconde avec un iPhone 15 sur une télé. Alors par contre, ça marche que avec l'adaptateur HDMI USB-C. Donc si tu as des docks avec plein de trucs autour, ça marche jamais. Alors qu'avec le 15 Pro, j'arrive toujours à les avoir. Sinon, tu es en 1080, on va dire que ça va. Et du coup, en fait, là, par exemple, j'ai branché justement le téléphone comme une console de jeu. J'avais la manette de PlayStation d'un côté, j'avais tu vois, mon écran de télé HDR de l'autre et tout. Tu dis, je peux même diffuser des films sur un vidéoprojecteur. Tu vois, tu es devant tes élèves ou je sais pas, ou tu es dans un cours, tu veux faire une présentation, tu prends juste le câble. Plus besoin de PC, de Mac.
petit adaptateur HDMI éventuellement. Ouais. Donc en fait, ça ouvre le champ des possibles de façon très large, même sur le 15 en fait. Le débit, c'est que pour les gens un peu comme nous qui veulent transférer des gros fichiers, mais sinon. Donc avec un simple un ami, regarde, tu prends des photos, tu veux lui transférer tes photos sur une clé USB ou même sur son Android, tu peux maintenant. Ça se fait comme ça, quoi. C'est sympa. Ouais. C'est quand même cool. Avec un simple petit dock, donc un petit adaptateur USB-C classique pour Mac avec les prises USB-C ou USB classique sur le côté. Du coup, vous pouvez brancher aussi un disque dur USB, USB-A classique. Vous pouvez mettre une carte SD, vous pouvez avoir l'Ethernet gigabit, on l'a vu brièvement en vidéo tout à l'heure. Vous pouvez mettre de la HDMI, donc comme sur le Mac, il faut des adaptateurs. On peut le reconvertir très facilement, effectivement, pour l'iPhone 15 et le 15 Pro. Et c'est vrai que le mode 4K 60 est assez bluffant. Quelles sont les absences, si tu as les absences à regretter, Didier, au niveau de justement la gestion de l'USB-C? Par exemple, tu vois, avec le Samsung, là, tu as un mode DeX qui est génial. C'est-à-dire que si tu arrives devant un écran et un clavier et une souris, tu peux le brancher en USB-C sur un petit dock et il va se comporter comme un PC, quoi. Ouais. Et en fait, tu as tout. C'est-à-dire que tout est déjà logué, c'est les mêmes applis. En fait, Apple pourrait le faire, ce truc. Il pourrait te mettre Stage Manager, une espèce d'écran d'iPad, là, comme ils font aujourd'hui. Et en fait, maintenant, tu t'aperçois que tu as exactement la même architecture sur tous les devices Apple, mais pas le même OS. Alors qu'en fait, ils ont tous à peu près les mêmes puissances maintenant et que tu pourras avoir ça. Et moi, franchement, l'idée de me dire, tiens, finalement, je vais au bureau, j'ai que de l'usage léger, je pourrais prendre que mon smartphone et le brancher sur un écran en arrivant au bureau, j'aurais plus besoin de prendre un ordi dans le sac. Potentiellement, je pense qu'il y a pas mal de gens, ça leur suffirait largement, tu vois. Mais c'est un truc, ça demanderait à Apple de développer un petit peu mieux les choses. Et peut-être qu'ils vont le faire. Peut-être que l'idée, c'est qu'à la fin, ton Mac, ce soit ce truc-là, finalement, pas pour tout, mais en tout cas pour une frange de. Non, mais c'est sûr que c'est une première étape, et je sais plus si c'était celle-ci, dans le saison 3, épisode 1 de Black Mirror, où on mettait l'iPhone sur un dock et ça apparaissait sur un grand écran. On arrivera à terme à ça et de façon. J'y crois pas une seconde, les amis. Ah ouais. Parce qu'Apple, il veut te vendre des iPhones, il veut te vendre des iPads, il veut te vendre des Macs. Des Macs qui peuvent être tactiles, mais il ne faut pas qu'ils soient tactiles parce qu'il ne faut pas concurrencer les iPads. Si c'est pas eux qui sortent le dock, ce sera quelqu'un d'autre. Non, mais ils compartimentent. Et où ils vont sur un nouveau univers qui est l'Apple Vision Pro qui casse le marché. Bien sûr, ça va peut-être casser. Mais on va vous poser la question, c'est la question de la semaine. N'allons pas trop vite. Laurent va vous en parler dans un instant. Je peux juste dire qu'il y a un truc qui m'a un peu surpris. Oui. C'est j'ai branché, pendant un moment, on peut essayer de transférer ces datas d'un téléphone à un autre. Oui. Et sauf que j'ai testé un truc. Mais en fait, non. En fait, si tu peux le faire. Il charge. Non, mais il charge, mais tu ne transfères pas les datas. Non, voilà, ça. Je trouvais ça drôle. Ouais, non, mais tu ne peux pas transférer. On aurait pu imaginer brancher deux iPhones. On peut charger un téléphone, on peut charger un iPhone. C'est un des manques, effectivement, pour un petit doigt, tu as raison. Reste une dernière question à répondre si vous envisagez de remplacer un vieil iPhone. Tout simplement, quel modèle choisir? Quel modèle d'iPhone envisagez-vous d'acheter cette année? On vous a posé la question, c'était le deuxième sondage sur Twitter et vous êtes une majorité à répondre. Comme chaque année, l'iPhone Pro Max, l'iPhone 15 Pro Max 48,7%, suivi de l'iPhone 15 Pro 30,6% et enfin l'iPhone 15 15,1%. Et le mal aimé, l'iPhone 15 Plus, on ne sait pas trop si ça se vend bien cette machine, moi je ne vois pas beaucoup. Mais c'est bizarre, le Pro Max se vend et le plein plus ne marche pas, c'est drôle. Hein. Ouais. Et nous, on aurait plutôt tendance à dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que la bonne surprise cette année, c'est plutôt l'iPhone 15. Bah oui. Ça avait un modèle à acheter. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Hein, encore une fois, vous êtes beaucoup à avoir réagi, mais moi, je ne veux pas acheter d'iPhone cette année. C'est si vous envisagez d'acheter un iPhone, quel modèle? Et on voit toujours que c'est le Pro Max, qui est le modèle haut de gamme, qui est le plus vendu. Hein. C'est aujourd'hui le 14 Pro Max, le smartphone le plus vendu au monde. Hein. Alors que c'est un modèle qui est commercialisé près de 1 500 €. C'est dingue. Mais à mon sens, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la bonne affaire cette année, c'est plutôt de prendre un 15. Notamment avec l'arrivée du Zoom. Laurent, Stéphane, on est d'accord? Je suis d'accord. Didier, oui. Christophe? Si vous n'avez pas un usage pro, si vous n'avez pas un usage pro, tu as quand même non, mais si un vrai fonction photo et vidéo en 4K avec le zoom, c'est pas mal. Hein, non, oui, mais si tu as un vrai usage pro, tu prends le max. Et si tu n'as pas de, il manque un peu de mémoire. On a raison. C'est ça en fait. Le choix d'un iPhone doit se faire au niveau des usages, hein, comme le dit Laurent en fait à l'instant, comme tu essayais de le dire plutôt Laurent. Le fait d'avoir un 15 en fait, de pouvoir choisir un 15 qui est aussi puissant qu'un 14 Pro de l'année passée, ben c'est top en fait. On a plus de valeur pour
en termes de qualité, en termes de plein de choses, en fait, d'options, etc. On a plus de valeur pour la même valeur argent. Donc c'est toujours une bonne chose. Maintenant, est-ce que pour autant, en fait, quelqu'un qui doit, comme Didier, faire de la vidéo et transmettre ses fichiers en fait sur des disques à longueur de journée, est-ce qu'il va choisir l'iPhone 15 même si c'est un bon deal? Pas forcément en fait. Ouais, mais c'est quoi, 1% des usages? Ça dépend, tu vois. C'est pas forcément 1% des usages. Il y a toujours. C'est aussi la spécialité d'Apple, de te mettre la petite option que tu veux absolument pour te faire passer à la gamme du dessus. En fait. Ils sont très forts. Et moi, par exemple, la petite option, c'est le fait de pouvoir filmer en 4K 60 et de changer de capteur pendant l'enregistrement. Tu sais, je fais beaucoup de vidéos de voitures, machin. Et avant, c'était chiant parce qu'il fallait arrêter l'enregistrement et puis repasser sur le capteur que tu voulais et tout. Et donc, tu n'avais pas cette fluidité. Et rien que ce truc-là, c'est un truc que j'utilise tout le temps. Mais c'est vrai que, exactement comme disait Christophe, pardon. Et en fait, c'est vrai que je comprends pourquoi le Pro Max, ça suscite l'engouement, parce que c'est là où il y a de la nouveauté. C'est un peu comme les voitures. Ceux qui achètent du neuf, ils prennent c'est ceux qui ont de l'argent, qui prennent le gros modèle. Et puis les autres, ils en veulent pour leur argent. Du coup, ils vont peut-être prendre les modèles. Tu vois, même l'iPhone 14... Aujourd'hui, finalement, tu arrives à le trouver beaucoup moins cher même que le 15. Et quelque part, c'est la meilleure affaire, finalement. Quelque part, il suffit largement pour faire plein de choses. Donc, c'est dur aujourd'hui de dire aux gens « Ah, il faut acheter le 15 Pro ». Non, ça dépend tellement de ton budget et ce que tu fais derrière que c'est très vaste. Mais c'est vrai que la vraie affaire, moi, je lui ai mis un 10 sur 10. C'est rare. Je trouve que vraiment, pour le prix, à moins de 1 000 €, il serait à 256 Go, ce serait parfait. Mais... L'iPhone 15, tu parles, hein, bien sûr. Ouais, l'iPhone 15. Et le 15 Plus, c'est marrant parce qu'ils auraient mis 256 Go. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Ouais, parce que c'est quand même 170 € de plus. Donc Allez, on passe à la question de la semaine. La question de la semaine. La question de la semaine précédente, c'était pourquoi ne faut-il pas acheter un iPhone 15 ? Et donc, je trouvais qu'on a eu quelques réponses que l'on va dire intéressantes, mon ordi veut bien me les donner, donc je vous l'ai dit. Et vous allez voir pourquoi c'est intéressant, parce qu'en fait, dans les commentaires, il y a des gens qui disent « c'est vachement bien que des gens achètent le nouveau, parce que ça met d'anciens téléphones sur le marché. Ah. » Et cette idée de ruissellement de la gamme, mais non, je trouve ça intéressant, l'idée du ruissellement. Donc, dans ceux qui en changent, beaucoup d'heureux pour ceux qui rachètent en occasion. C'est original. Et oui, et il y en a une deuxième que... La durée de vie des iPhones, il faut le préciser, elle est assez longue généralement. Ouais. Quelqu'un dit, donc c'est Lockes BCN qui dit « Je suis d'accord, les iPhone 15 sont sublimes, le titane, je ne suis pas fan, il y a des reflets jaunâtres disgracieux, mais c'est ça qui est intéressant, après l'évolution est tellement minime depuis le 13 que la motivation d'achat n'est pas rationnelle. » Vous avez vu des reflets jaunâtres disgracieux? Non, on oublie le début de la question. Ouais, ce qui est très intéressant, c'est la fin de sa phrase. Écoute bien. Ouais. Après, l'évolution est tellement minime depuis le 13 que la motivation d'achat n'est pas rationnelle. Et il a raison. Il a raison de dire, à un moment donné, il y a des gens qui ont, pour des raisons X ou Y, la capacité, le financement, le besoin, quelque chose, et ils basculent. Absolument pas. Et d'autres, il y en a qui... Hier, j'étais avec le cofondateur de Blue Kiwi, qui me disait, j'ai toujours eu le dernier iPhone, et là je suis arrêté à l'iPhone 8, la seule chose, oui Christophe, et l'iPhone 8, la seule chose, ouais, et il me dit la seule chose qui me manque c'est que je suis bloqué en iOS, mais finalement pour ce que je fais dans ma vie, j'en sais rien, tu vois, à un moment donné, il arrive. Non, mais tu vois, à un moment donné, tu passes, il y a d'autres priorités dans la vie. Mais non, je suis d'accord. Christophe, quel choix tu as fait cette année? Tu bascules, tu vas succomber ou tu vas laisser ça à tes salariés le 15? Le 15 Pro, ça va sans doute être mon option définitive. J'attendais un petit peu de voir un peu au niveau des patchs, etc. En fait, ce qu'il en était. Et du côté, par contre, de mes collaborateurs... Je vais faire une blague belge. Il chauffe, il fume pas, il n'y a pas besoin de patch. Hein. Oh punaise. Vas-y, je suis désolé Christophe, je suis navré. Non mais attends, moi je pense vraiment qu'il faut marquer 1 minute de blanc, non pas parce que c'est l'anniversaire de la mort de Steve, mais plutôt parce que en fait ça fait à peu près 2 ans en fait que je suis en train de Laurent
aux blagues de jeux de mots et qu'aujourd'hui il y est parvenu. C'est-à-dire que l'élève a dépassé le maître, c'est ça? Bon, allez, on enchaîne. Alors, tu disais, tu t'es pas passé à l'iPhone 14 l'année dernière, hein? Non, j'étais pas passé à l'iPhone 14. Moi, je change une année sur deux. Donc, cette année-ci, ce sera le 15 Pro pour moi. Mais j'attendais de voir un petit peu ce qui se passait au niveau des problèmes de température, des patchs et de ce genre de choses. Et Didier, je présume que pour la question de vidéo, et notamment tu l'as exprimé en matière de 4K et au-delà, le disque dur externe, SSD externe, tu vas passer au 15 on est d'accord. Après, nous, on est des mauvais publics parce qu'on prend les iPhones pour les tester pour vous, en fait, aussi. Donc, sinon, moi, je pense pas que je changerais comme ça autant. Surtout que c'est des sommes énormes. Enfin, on fait ce qu'on appelle de la veille technologique. Voilà. C'est un bon prétexte. Mais il y a des gens, inversement, je trouve que nous, des fois, le fait de changer comme ça, et tu vois tous les youtubeurs qui ont tous les nouveaux tout le temps, les gens, ils ont envie du nouveau, mais c'est pas très rationnel. Il y a plein de gens, ils prennent ça. Je trouve qu'il ferait mieux de mettre leur argent un petit peu ailleurs que le donner tout le temps à Apple, quoi. Lolo, quelle est la question de la semaine? Qu'est-ce que tu nous as sélectionné comme question? Alors, la question de cette semaine, c'est, et on en a un petit peu parlé tout à l'heure, souhaiteriez-vous qu'Apple... Ah pardon, c'est pour ça que tu cherchais des questions, parce que tant pour moi, j'ai commis une petite erreur. C'est pas grave. Souhaiteriez-vous qu'Apple propose un jour une version d'iOS qui permette d'offrir un mode bureautique comme l'iPad avec Stage Manager, ou encore Samsung Desk? On en a parlé un peu tout à l'heure, mais on aimerait que les gens en commentaire YouTube là-dessous nous disent... Pourquoi et comment? Tu vas dire, certains vont nous dire, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, on disait on va avoir à la ceinture une espèce de hub et on aura le téléphone le téléphone sera que dans l'oreillette, tout communiquera. Voilà, et on est preneur de ça. Et vous répondez exclusivement dans les commentaires sur YouTube. Voilà, on essaie d'être le plus précis, près plus d'une heure 20 d'émission sur le grand test de l'iPhone 15 et 15 Pro. On y reviendra très prochainement parce que la concurrence aiguise ses lames. Vous allez voir avec notamment le nouvel Pixel 8 qui va arriver très vite. On fera un face à face. En attendant, on passe à vos coups de cœur. Allez, c'est toi Lolo qui ouvre le bal. Écoute, vous connaissez, mais c'est cela? Non, c'est là. Vous connaissez ma passion pour les mosaïques d'Invader, de l'artiste Invader. Ouais. De temps en temps, j'avais présenté un livre l'an dernier qui était le livre des 4000, qui sortait avec le 4 millième, la 4e mosaïque posée. D'ailleurs, on a John, un de nos auditeurs qui m'a écrit, il l'a acheté pour son fils là, cette semaine. Et c'est une espèce de synthèse. Là, c'est une BD écrite par un auteur qui s'appelle Keramidas, qui est un dessinateur de BD. Et en fait, il raconte sa vie de flasher. Et c'est intéressant parce que c'est tourné sous forme de BD, mais on se rend compte aussi du côté complètement taré de cette communauté. On est vraiment une communauté de barjots. Combien de kilomètres tu as fait cet été pour aller flasher des invaders? Cet été, j'ai fait Paris-Munich. Il faut préciser en voiture électrique. Ouais, Paris-Munich, Vienne, Ljubljana, Ravenne, et après je suis rentré en Corse. Il est un peu fondu. Et en remontant, j'ai fait la Suisse. J'ai fait Anzère en Suisse. J'ai fait Berne, j'ai adoré. J'ai fait Lausanne, l'ex-contrée de Didier que j'ai détesté. J'ai pas mal aimé Genève. Alors j'avais un mauvais souvenir de Genève. Et puis en remontant, j'ai fait Lyon et Dijon. Tendre souvenir de Berne. Merci, mon cher Laurent. Stéphane, de ton côté. Alors, c'est vraiment un coup de cœur et je pense que ça pourra rentrer, je l'espère, dans le quotidien des gens. Combien c'est un coup de cœur? Je m'explique. Les parents, vous avez tous probablement acheté une poussette qui s'appelle la Yo-Yo. Oui, parce que les parents relativement récents. Oui, mais même toi pour non. Je te remercie. Ton petit même toi. Mais comment? Bah ouais, attends, on est quand même voilà. Mais bon, nous faisons des enfants même sur le tard. Voilà, c'est ça. Et donc en gros, on avance sur point commun. On a testé la Yo-Yo et j'ai rencontré hier le créateur de la Yo-Yo. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a créé? Il doit être très riche. Hein. Oui, bah c'est pour ça que ça fait 8 ans qu'il travaille sur un projet qui s'appelle Bastille. Et Bastille, c'est un vélo pliable. On connaît les vélos pliables avec les petites roues. Là, c'est une vélo pliable avec des grandes roues. Et comme je vous dis, c'est exceptionnel. Voilà, c'est une vidéo que j'ai tournée hier. Et voilà le fondateur, le créateur de la Yo-Yo. C'était exceptionnel. Là, je crois que c'est quand on va le déplier. Et regardez dans quel état il est en 2 secondes et demie. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, depuis le 5 octobre, c'est donc hier, donc, parce que nous sommes le 6. Respire. Tout voilà. Va bien, nous sommes le 5. Donc, on peut précommander ce vélo. Connaissant le prix d'une Yo-Yo. Et donc justement, voilà, le prix de Yo-Yo, une poussette, ça valait 30 balles, 40 balles à l'époque. Ah non, 500 ou 600 euros. Et là, maintenant, la Yo-Yo est venue 400 ou 500, 600 euros. Là, pour le vélo, pliable,
et qu'on appelle un vélo musculaire, parce qu'il n'est pas électrique, il est à 2590, mais avec l'aide, tu peux gagner 400 €. Bon. Néanmoins, j'ai testé, il est d'une qualité exceptionnelle. Exceptionnelle, et je crois que ça pourra peut-être changer un peu les vélos au quotidien, et peut-être au lieu de se faire voler, on se trimballera. Non, mais la difficulté dans les grandes villes, c'est qu'il faut avoir un endroit où stocker son vélo. Voilà. Le fait qu'il soit pliable, on peut l'amener presque à la maison. Et en plus, non, mais j'ai peu montré les autres vidéos, mais en gros, on peut le transporter. C'est un véritable plaisir de le plier, de le déplier, de le transporter. Bon. Voilà, donc vraiment, je vous encourage à aller voir les vélos Bastille. C'est un destin. La voiture de Stéphane est tombée en panne. Je crois que c'est un signe. Moi, je ne veux pas dire, mais c'est un signe. Je veux pas dire, c'est un signe. Mais bon, et maintenant, il arrive à l'heure aux émissions. Ouais. Donc c'est un miracle. Vive le vélo. Moi, je dis vive le vélo. Et si vous êtes fan de Gaston Lagaffe, j'espère qu'il ne va pas finir comme Gaston Lagaffe quand il a réinventé le vélo pliant. Oui, c'est vrai. Voilà, petite référence. Merci Stéphane. Didier, ton coup de cœur. Alors, tu sais que donc, sur le nouvel iPhone, tu as un port USB-C, mais tu n'as qu'un port USB-C. Ah oui, c'est Apple, on peut en mettre deux. Bah oui. Et du coup, quand je voulais tester tous mes trucs, j'étais un peu enquiquiné parce que si tu branches une manette de PlayStation, tu peux plus le mettre à charger. Si tu le mets sur la sortie HDMI, tu peux plus brancher ta manette, etc., etc. Du coup, en fait, il faut des multi-docks USB-C. Eh ben, il y en a pas beaucoup sur le marché. Donc j'ai un modèle là, alors de Celor. Voilà, bon, c'est une no-name, hein, c'est pas très connu, mais tu as plusieurs du coup prises USB-C ici. Ce qui te permet de brancher plusieurs accessoires ou de brancher de la charge en plus. Et surtout, c'est du vrai USB-C, donc il fait passer de la data. Et ça, en fait, c'est pas très courant. Bizarrement, il y a très peu de docks avec plein de prises USB-C dessus. Donc voilà, et ça vaut une trentaine d'euros, c'est pas très très cher. Mais par contre, moi je trouve ça un peu bizarre aujourd'hui que l'USB-C soit aussi populaire, mais que tu n'aies toujours pas de souris USB-C. Il y a plein de choses qui sont pas USB-C aujourd'hui. Et j'ai même vu des voitures où il y a encore de l'USB-A aujourd'hui. Donc l'USB-C, tu vois, il y a encore du petit chemin à faire. Et que Apple. Dire dans l'avion, mon cher, ou même dans le train, et j'en passe, c'est des meilleurs. Merci Didier. Christophe, de ton côté. Alors, vous êtes prêts ? Je me chauffe la voix. Alors, 1, 2, 1, 2. De drôles de rigolos qui démantibulent les fusées et les pianos en tournant tout autour de la Terre pour mettre le monde à l'envers. Est-ce que vous connaissez ? Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Non, j'ai plaisir. Oh là là. Pardon ? Oui, vous disiez ? Pif et Hercule. Mais évidemment. Mais moi, je suis resté à la BD. Hein. Je suis trop vieux pour les dessins animés. C'était les années 70, c'était les années 80, c'était les années 90. Et c'était surtout un magazine qui était là pour les enfants, en fait, qu'on pouvait aller chercher toutes les semaines. Tous les mercredis. Tous les mercredis, effectivement. Avec un gadget. Mon grand-père me l'offrait tous les mercredis. Ah, voilà. Et un des trucs, je vous donne juste un des trucs fantastiques, un truc tout simple que j'ai adoré, c'était le lance-spaghetti. C'était un anneau que tu mettais dans le doigt. Et en fait, à l'intérieur, tu avais un léger arrondi. Et en fait, tu prenais ton spaghetti et tu le faisais avancer. Et en le poussant, il se cassait légèrement parce que le truc était coudé et tu faisais un truc pour lancer des petits morceaux de spaghetti de 3 mm. Et j'ai fait des batailles comme ça. Ma mère a voulu me le faire avaler tellement il y avait des petits morceaux de pâte à la maison. Mais voilà. Donc effectivement, comme le disait Laurent, Pif Gadget, c'est un magazine qui était muni d'un gadget. Donc c'était vraiment ce qui a fait le succès de Pif Gadget. Et c'est toute une histoire en fait, parce que ça s'éternise en fait sur plusieurs décennies. Et aujourd'hui, il y a un livre collector qui est en train de sortir. Il y a un Ulule qui a été lancé, donc un crowdfunding, pour lancer un livre collector qui s'appelle L'histoire de Pif et son gadget. Aujourd'hui, le Ulule est déjà arrivé en fait au montant qu'il fallait pour que le livre apparaisse. Donc, le livre collector va apparaître et sera disponible en décembre. Donc, je vous propose d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que c'est vraiment super sympa. Et surtout, à l'intérieur, il va y avoir plein d'histoires passionnantes. Entre autres, tous les gadgets et leurs histoires. Le fait qu'ils ont eu un procès avec Mattel parce qu'ils ont fait le Château des Ombres de Musclorette Skeletor alors qu'ils ne pouvaient pas. Le fait que les stars de l'époque, Dorothée et autres, devaient apparaître dans Pif Gadget pour avoir de la visibilité, mais bon, ça s'est pas très très bien passé, etc. Donc il y a vraiment un tas d'histoires croustillantes à voir, très franchement, et puis il faut aller encourager les auteurs en fait.
Tu sais qui est à l'origine, qui éditait le Pif Gadget en... Le Parti communiste. C'est le Parti communiste français. Oui, le Parti communiste français, mais justement, en fait, dans le bouquin, il y a un tas de détails parce que c'est pas exactement ce qu'on pense. En fait, on fait tout de suite un raccourci avec le Parti communiste, mais il y a beaucoup plus de granularité. Là, maintenant qu'il possède. Non, plus aujourd'hui, mais ça a fait la richesse en son temps. Mais il n'y avait pas d'idée particulière qui était véhiculée. Hein, c'était pour les enfants. Je vois pas de rapport entre Rahan et le Parti communiste ou l'Union soviétique de l'époque. C'est une façon d'avoir de l'argent. Comme le muguet. Voilà, et c'était une manière de gagner de l'argent. Bah, écoute, j'ai hâte que ce livre soit édité pour le parcourir. Ça me rappellera effectivement de merveilleux souvenirs d'enfants. De mon côté, c'est beaucoup plus terre à terre. C'est un nouveau décoque pour iPhone, et pas des coques comme les autres. C'est les coques d'une marque qui est nouvelle sur le marché. Ça s'appelle Kudos. C'est une toute nouvelle coque pour iPhone 15 et 15 Pro qui se décline en 2 versions. La Touch Pure plus Snap, qui est incompatible MagSafe, et Hybrid Soft Snap, qui est une coque transparente. Vous la voyez, elle est fabriquée en partir de 73% de matériaux recyclés. Vous voyez, il n'y a pas qu'Apple. Moi, j'aime beaucoup, c'est l'effet derrière vert dépoli. Je trouve ça très beau. Et au dos, vraiment, le toucher est super doux. Elle se décline en 5 couleurs, noir, gris, bleu, vert, rose, comme les nouveaux iPhone 15. Il y a des versions spéciales titane pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Elle ne coûte que 35 €. Donc, on est des allées-lumière des prix d'Apple. Et puis, vous avez l'autre modèle, c'est le Touch Pure Snap, un étui en silicone liquide, ultra doux. Vraiment, c'est étonnant comme c'est doux. Hein. On a envie je voudrais avoir un doudou comme ça parce que c'est vachement doux pour du. C'est incroyable. On le touche, c'est vraiment agréable. Vraiment, il y a 3 couleurs également. Olivier, les doudous en silicone, c'est vraiment pour un public très particulier. Tu sais. C'est vrai. Oui, bon, allez, je fais ce que je peux, les amis. Et donc, comme Apple arrête ce type de solution, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas recyclable et recyclé, voilà, on retrouve l'aspect un petit peu des iPhones, des coques d'Apple d'autrefois, mais celles-ci sont recyclées à près de 57%. Et ce qui est génial, elle ne coûte d'abord que 30 € pour ce modèle-là. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois que vous voulez la recycler, vous la remettez dans la boîte, vous refermez. Et il y a un programme de recyclage qui est prévu. Vous l'envoyez ou vous le déposez quelque part. Et c'est ça la bonne idée, parce que c'est bien de prévoir des modèles qu'on puisse recycler, mais on les recycle comment ? Vous la remettez dans la boîte, si vous conservez la boîte bien sûr, et même la boîte est entièrement recyclée. Comme ça, la boucle est couplée, ça s'appelle Kudos, et c'est pas mal. Et en plus, c'est quali, et ça coûte pas cher. Faites-vous plaisir. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 491e épisode d'On refait le Mac. Merci infiniment d'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité. Je ne sais pas si on va se retrouver la semaine prochaine, mais il est sûr qu'on se retrouvera au moins dans 15 jours en ce qui nous concerne pour un nouvel épisode. Et les amis, on se retrouve. Merci encore, les amis, Christophe, Didier, Stéphane, Laurent. Merci infiniment. Merci à toutes les équipes d'Electri-Dreams en régie. On n'a pas activé la caméra en régie, mais on les salue bien bas. Ils ne sont pas démérités encore cette semaine. Et pour être prévenus en temps réel de la mise en ligne d'une nouvelle émission, je vous invite bien sûr à vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce, ça fait plaisir également. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.